Moi, j'ai testé. J'allais dire, parce que tu parlais d'eau, mais nous autres, il y a quand même de la neige, mais ça a croûté. Fait que j'ai testé avec ma souffleuse sa capacité à broyer de la glace, parce qu'il y en avait pas mal épais, là. Bon, pour les gens, ben, bonjour à tout le monde qui arrive. Là, on se donne encore, je dirais, une ou 2 minutes avant de commencer. Bon, 38 personnes, c'est bien. Bonjour Mathieu, le chat fonctionne bien. Hier, tu avais commencé presque tout de suite. En fait, hier, Candice, on n'avait pas trop attendu. Fait que je vais faire l'introduction en sachant là, que dans le premier 5 minutes, les gens se téléportent confortablement. Bienvenue tout le monde, bienvenue au 10e atelier de gestion durable des eaux pluviales qui vous sont présentés là, par Réseau Environnement et le ROVQ. Et tout ça réalisé grâce à la contribution financière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le contexte là, de la stratégie québécoise de l'eau. On clôt, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec ce 10e atelier. On clôt une série. C'est ce qui met, je dirais, une virgule. On ne dira pas un point, mais une virgule ou un point-virgule à la séquence des ateliers. Et on voulait vous proposer quelque chose qui était un peu à la marge des infrastructures. En fait, tout au long de la série, vous avez eu des réflexions sur toutes sortes d'aménagements. Hier, on était même dans les infrastructures naturelles. Et là, on vous propose de reculer, de prendre encore plus de recul, mais d'aller où la GDEP est présente naturellement à la base. Et donc, on va aller dans les services écologiques et dans les espaces qui sont non développés, en fait. Fait que la proposition d'aujourd'hui, c'est de vous amener dans une réflexion sur la planification puis l'acquisition d'espaces de conservation. Et pour ça, quand on a réfléchi, qui serait bien placé pour nous parler de conservation, évidemment, le nom de Louise Gratton est arrivé dans le haut de notre liste. Pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas Louise, Louise est une consultante en écologie et en conservation. Elle détient une maîtrise en biologie de l'UQAM et cumule plus de 40 ans d'expérience dans ces domaines, dont 12 années à l'emploi de conservation de la Nature Canada à titre de directrice de la science pour la région du Québec. Au cours des années, Louise a travaillé avec différents paliers de gouvernement, le fédéral, le provincial, avec des municipalités, des OBNL, des promoteurs, des propriétaires, bref, probablement qu'il y a une grosse majorité de gens ici qui la connaissent parce qu'elle a bamboché partout au Québec et à toutes sortes de niveaux. Louise aussi est membre fondateur et secrétaire du Corridor appalachien et aussi présidente de l'organisme Nature Québec. Donc, la présentation d'aujourd'hui qui va vous être faite un peu de façon magistrale, Louise va se lancer, je vais lui passer le relais bientôt. On va vous inviter au cours de la présentation, si vous avez des questions de précision, si vous voulez restituer ou avoir plus de détails, vous ne vous gênez pas. Vous allez pouvoir lever la main ou peut-être poser des questions dans le chat, mais essentiellement, les questions, on va vous demander de vous les réserver pour la fin. Si ce n'est pas de la précision, mais vous voulez développer sur un aspect en particulier, on va vous inviter pour garder vos questions vers la fin. On a un bon 2 heures dans lequel, là, je dirais, la première heure et demie est consacrée à la présentation, mais on aura beaucoup de temps là, pour discuter à la fin. Pour lever la main, vous avez le visuel qui vous est partagé. Vous pouvez aller dans les réactions, puis vous cliquez sur lever la main, puis vous serez placé en ordre. Je me permettrai là, de
de faire la circulation au niveau des questions. Puis sinon, ben, écrivez là, vos questions dans le chat. On prendra la peine de les lire et de les transmettre à Louise. Alors là-dessus, ben, je passe la parole à Louise. OK, je vais partager mon écran. Voilà. Share. Est-ce que vous le voyez? Ça s'en vient. Oui, c'est arrivé. Si tu veux démarrer. Est-ce que tu es en mode plein écran? Oui, voilà. Ouais, est-ce que ça va? C'est super. OK. Alors, pour la durée de la présentation, je vais enlever mon vidéo également parce que c'est un peu embêtant. Là, vous l'avez, mais moi, je vais tasser ça ici. Attendez une petite minute. Comme ça. OK, c'est parti. Alors, c'est que j'habite la campagne. Ma connexion Internet est plutôt lente. J'ai diminué la définition de mes écrans. J'ai tout fait en sorte. J'ai envoyé mon mari ailleurs pour qu'il joue sur Internet. Donc, là, on ne devrait pas avoir de problème de communication. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, je suis présidente de Nature Québec, mais en fait, beaucoup plus ici en tant que consultante en écologie et conservation. Quoique vous allez voir, là, je vais faire une petite allusion à Nature Québec un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, allons-y sans plus tarder. Alors, déjà, pour briser la glace, je ne sais pas qui vous êtes et qui assez souvent, les gens, quand ils entendent parler de conservation, tout de suite, ils pensent à la cloche de verre, on ne pourra plus rien faire, on va être obligé d'arrêter tout, alors que c'est tout, ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, j'ai mis une définition qui vient d'un article que j'ai coécrit avec 3 autres personnes. Ce n'est pas parce que je l'ai coécrit que je vous présente cette définition-là. C'est qu'à ma grande surprise, là, ça date quand même de 2013, cet article-là. C'est que quand on est sur les réseaux ResearchGate, par exemple, il y en a peut-être qui connaissent ça. J'ai, je ne sais pas moi, 26 publications, beaucoup de publications de textes zone grise, mais celui-là, pour une raison ou pour une autre, il est partagé partout dans le monde. Alors ça m'a beaucoup surpris. Il faut croire que notre définition ou le contenu plaisait. Donc, la définition de la conservation, c'est un. Fait qu'il n'y a pas juste moi qui le dis, c'est bon, je suis contente. Alors, l'ensemble de pratiques comprenant la protection. Alors, ça, protection, ça veut vraiment dire un statut, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'activité. Mais mettons que quand on parle de protection, les activités vont être très légères, on est plus là. La restauration, quand il faut vraiment améliorer un écosystème qui a été dégradé, et l'utilisation durable qui implique plein d'autres activités, entre autres l'exploitation forestière, si elle est bien faite, la sériculture, etc. Donc, ça vise l'ensemble de ces 3 pratiques-là vise la préservation de la biodiversité, le rétablissement des espèces ou le maintien des services écologiques dans le temps. Alors, je veux que vous gardiez ça en tête parce que quand je vais parler de conservation, c'est que j'ai ça derrière la tête. Mais c'est sûr, quand je vais parler de protection, ça va être plus précis. Alors, puis vous pourrez me poser les questions, là, bon, ben, si je fais ça, est-ce que je peux faire telle activité? Puis tout ça, alors on va cheminer avec ça. La première chose que je veux vous dire, c'est conserver quoi? Traditionnellement, quand on parle de conservation, les gens qui travaillent dans ce milieu-là, on a identifié que, avec les années, là, quand on s'est, surtout avec le développement de ce qu'on appelle la biologie de la conservation, là, qui date des années, milieu des années, fin des années 80, début des années 90, on s'est mis à faire des listes de, bon, on ne peut pas tout protéger, donc sur quoi on devrait se concentrer. Alors, les localités sans route, non développées, essentiellement des localités sauvages de bonne superficie,
parce qu'on avait eu tendance dans le passé à protéger, à se concentrer sur des éléments de paysage, de petites superficies, mais l'on sait aujourd'hui que les grandes superficies ont plus de chances de maintenir des populations viables, que la fragmentation d'espace, ça les dégrade. Donc, les localités sans route non développées de grandes superficies, les concentrés, même par la loi, on a les habitats fauniques qui sont définis par la loi, les espèces menacées ou vulnérables et leurs habitats, bien évidemment, des endroits d'une grande richesse en espèces qui sont identifiés, des phénomènes particuliers, soit des endroits de très grande productivité en espèces, ou encore des phénomènes géologiques particuliers, des grottes, des chutes. Ça, c'était un peu comme la liste, là, le wish list, là, quand on décidait de faire une planification de la protection de la biodiversité sur un territoire. Avec le temps, on a aussi réalisé que pour protéger, par exemple, la diversité aquatique, il fallait protéger les bassins hydrographiques d'importance pour, entre autres, maintenir les populations. Et le fait qu'on a augmenté considérablement les superficies d'aires protégées partout dans le monde dans les derniers 20 ans, la biodiversité au sein de ces aires protégées-là diminuait. Et on s'est dit, ben, il y a peut-être des raisons à ça, entre autres qu'ils deviennent isolés dans des matrices de milieux naturels ou de milieux, je veux dire, qui ne sont pas des milieux naturels et surtout, ils ne sont pas connectés. Alors ça aussi, c'est rendu un élément maintenant très, très considéré. Les corridors écologiques, vous en avez sûrement entendu parler, mais ça reste que l'ensemble de ces éléments-là, c'était pour protéger la diversité des espèces et leur capacité à survivre sur le territoire. Évidemment, dans les années 90 aussi, on a commencé à parler des services écologiques. Et ces services écologiques-là, en fait, c'est Costanza, dans les années mi-90 à peu près, qui est arrivé avec la première idée. Moi, je me souviens de cet article-là, de Costanza, à cette époque-là, et d'être très sceptique par rapport à ça. Alors, au début, ça n'a pas collé trop. L'idée des services, on comprenait le principe, mais surtout donc, on comprenait qu'il y avait des services écologiques qui étaient difficiles, alors que pour moi, la pure et dure écologiste, là, je voudrais mettre un signe de pièce à côté de ça. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, mais ça a beaucoup évolué. Puis on a maintenant des équipes formidables, entre autres celle de Jérôme Duprat à l'Université du Québec en Outaouais, de la chaire de recherche en économie écologique. Il y a aussi des gens à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Laval, plein de gens s'intéressent à quantifier les services écologiques. Ce qui est important de retenir des services écologiques, c'est qu'il y a 4 grandes catégories de services écologiques. Je ne vous les lirai pas tous ici parce que ça ne concerne pas spécifiquement le sujet de l'atelier cet après-midi, mais il y a des services de soutien. Ces services de soutien-là sont ceux que si on y voit pas, là, on va avoir un effondrement, non seulement de la biodiversité, mais de tout ce que les services. C'est important de comprendre ça. On ne peut pas juste aller aux services d'approvisionnement. Si on n'a pas ceux-là, donc les habitats et la biodiversité des espèces, on pense seulement aux pollinisateurs, par exemple. La rétention et la formation des sols qui supportent notre agriculture. Donc, ce n'est pas seulement dans les milieux naturels. Il faut penser aux processus naturels qui nous permettent de maintenir des sols qui nous permettent d'avoir des cultures productives, le cycle des éléments nutritifs et le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, pour l'instant, c'est peut-être celui-là aujourd'hui qui va nous préoccuper le plus. Mais ce qui est certain, c'est que le bon fonctionnement des autres biens et services écologiques que nous procure la nature sont dépendants de ces services de soutien-là. Dans les services de soutien, je vous laisserai lire, comme vous allez avoir la présentation, vous pourrez aller lire ça plus en détail, mais ceux qu'on va retenir aujourd'hui, c'est l'eau douce, le contrôle de l'érosion, l'atténuation des inondations,
la recharge des nappes d'eau phréatiques. Alors, ça c'est vraiment en lien avec la gestion des eaux pluviales. C'est ces services-là qu'on cible. Donc, ça veut dire que si on protège la biodiversité, on peut le faire. Bon, pour des raisons, par exemple, moi, j'aime beaucoup les animaux, j'aimerais protéger la diversité. Je suis très fière que derrière chez moi, Sutton, j'ai une immense forêt, j'ai une population viable d'ours noirs, pourtant je suis à 1 heure de Montréal. Donc, je sais que ça leur prend des grandes superficies, mais par la bande, en protégeant cette biodiversité-là, je protège aussi plein d'autres services écologiques. Alors, à l'inverse, on pourrait protéger un territoire pour le service écologique qu'il nous rend, mais il pourrait aussi nous rendre plein d'autres services au niveau de la biodiversité ou du cycle des éléments nutritifs. Donc, c'est tout corrélé. Mais en fait, comment est-ce que, quand on pense au service écologique, comment on fait le lien entre les milieux naturels, les services et les services écologiques pour le bien-être humain? J'ai une petite image ici que j'ai produite dans le cadre d'un projet que j'ai fait avec les gens de la Ville de Québec et l'organisme Agiro sur la gestion des milieux naturels du bassin versant de la rivière Saint-Charles, parce que dans le but spécifique, donc ce que ça nous dit, c'est que l'ensemble des milieux naturels contribue à plusieurs services écologiques. Et ces services écologiques-là contribuent au bien-être humain. On a le groupe du G15+, a présenté il y a peut-être quelques semaines là, les cibles de bien-être humain, comment est-ce qu'on devrait suivre ces cibles-là pour assurer la transition écologique, s'assurer qu'on s'en va vers des pratiques plus soutenables pour la planète. Mais ils ont eu de la difficulté à identifier ceux qui sont en lien avec la nature. Alors, il y a encore un travail à faire. Il le précise d'ailleurs quand vous allez consulter le site sur les sites de bien-être. Mais indirectement, on sait qu'il y a un lien entre la purification de l'eau et la santé. On sait qu'il y a un lien entre la sécurité des gens et des biens quand on contrôle l'érosion. On sait qu'en termes de santé également, la recharge des nappes d'eau phréatiques et empêcher qu'elles soient contaminées, la purification de l'eau sont importants pour le bien-être humain. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter les services écologiques, pas seulement en soi, de se procurer le service, mais à qui et quel impact que ça a sur les êtres humains. Alors ça nous aide beaucoup à comprendre le lien qu'il y a entre les milieux naturels et le bien-être humain par les services écologiques qui nous rendent. Alors, je vous ai mis un tableau aussi, là, qui est, je ne vous demande pas de le lire, là, mais vous avez une image, un portrait ici d'un petit document qui a été préparé par le conseil. Là, j'ai écrit, c'est un conseil régional des élus de la Montérégie-Est. Dans le temps, on avait le conseil régional des élus. Sur les biens et services écologiques en Montérégie-Est. Je vous ai mis la référence, puis je vous ai mis aussi le lien pour aller chercher à la fin de ma présentation. Je trouve qu'il est particulièrement bien fait. C'est une belle vulgarisation. Et on parle non seulement du milieu naturel, des services écologiques qu'ils nous rendent, et j'ai gardé justement ceux qui sont plus importants à la problématique dont on parle aujourd'hui, les bénéfices de bien-être humain, mais aussi les bénéfices économiques de poser ces gestes-là. Puis, on va y arriver plus en détail un peu plus loin. Alors, mais je vous mets ce tableau-là pour vous rappeler, par exemple, si avec les PMHH, maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont eu à évaluer certains de ces services écologiques-là. Donc, on sait que la protection de milieux humides va permettre, en termes de bénéfices humains, d'avoir de l'eau propre à la consommation, une meilleure qualité de cette eau-là. Ça va assurer la sécurité publique et la santé publique. Ça va nous permettre évidemment de répondre à des besoins essentiels, l'irrigation des terres agricoles pour avoir assez d'eau pour pouvoir le faire.
Et puis, il va en découler plein de bénéfices économiques, comme la réduction du coût de l'alimentation en eau quand il faut penser aux usines de traitement des eaux, les revenus qui sont liés à la chasse et la pêche, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui dépendent des milieux humides, la réduction de l'impact financier associé aux inondations, on l'a vu dans les dernières années, puis en particulier l'année dernière dans l'Ouest, les dommages que ça a pu causer. La réduction du coût de l'alimentation en eau potable, la réduction des coûts, je l'ai écrit 2 fois, excusez-moi, je vois ça, réduction des dépenses dans les infrastructures municipales. Donc, rarement, quand on va parler de milieux naturels et de protection des milieux naturels, qu'on va faire ce pont-là avec les économies que ça nous procure. Puis, je vais vous donner des petits exemples encore un peu plus détaillés, un peu plus loin. Mais ça, je vous dirais, c'est un petit peu comme un résumé des services, des bénéfices pour les services écologiques, de protéger les milieux naturels en ce qui a trait à l'eau. Et évidemment, là, on parle s'il n'y avait pas de changement climatique, on aurait quand même peut-être des problèmes, on aurait même sûrement des problèmes de gestion des eaux pluviales. Mais là, on sait qu'avec les changements climatiques, tout ce qu'on a va être exacerbé par les changements climatiques. Donc, raison de plus de protéger la nature qui va nous rendre ces services écologiques-là. Alors, je vous parlais tantôt de la valeur économique des services écologiques. Alors ça vient du travail de Jérôme Duproy et de son équipe sur le capital écologique de la Ceinture verte de Montréal. En fait, c'est 4,2 milliards par année qui sont identifiés comme contribuant la valeur des services écologiques contribuants. Je trouve ça hyper intéressant, ça nous met un chiffre. Ce qui est difficile, par contre, c'est que dans ce genre d'estimation-là, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est combien on en a de besoin, c'est où le seuil en deçà duquel les milieux naturels. Là, on évalue ce qu'il y a, c'est parfait, mais il va falloir maintenant se poser sur la question sur combien on en a de besoin. Parce que je prends la MRC de Rouville, où il y a seulement 7%, il reste seulement 7% de milieux naturels. Là, on leur dit protégez-les tous, mais vous allez avoir recours à d'autres méthodes pour assurer la gestion des eaux pluviales parce que les milieux naturels ne sont plus suffisants pour assurer ce qu'ils auraient assuré normalement. J'ai une carte ici qui montre justement le rôle des infrastructures vertes. Puis là, on parle d'infrastructures naturelles vertes, dans ce cas-ci, encore par l'équipe de Jérôme Duprat, qui ont cartographié les endroits les plus importants à protéger pour maintenir les services, les services écologiques. Dans cette étude-là, on parle de plusieurs services écologiques, c'est celui sur la prévention des inondations. Donc, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est... En fait, on évalue ce qui reste dans bien des cas. Or, il y a un très célèbre écologiste. Alors, moi, je dirais que c'est la prochaine question auquel il faut que les chercheurs se penchent. C'est à partir de quand la fonctionnalité n'est plus efficiente. C'est vrai pour beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait que ça, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Mais il reste qu'il y a des écologistes comme un très célèbre qui est décédé au mois de décembre, là, Edward Osborne Wilson, il y en a qui le connaissent peut-être, qui est probablement un des plus grands écologistes qu'on a eu jusqu'à maintenant dans le monde, très réputé. Lui, il considère, il a appuyé, là, il y a beaucoup de chercheurs qui disaient qu'il faut au moins 50% de milieux naturels pour assurer les services écologiques. Bon, c'est un chiffre moyen, c'est appuyé plus ou moins c'est appuyé par la communauté scientifique. Est-ce que c'est appuyé par beaucoup de données empiriques? Pas pour l'instant. Mais c'est comme une hypothèse qu'il va falloir valider dans le temps. Et moi, ce que je prédis, c'est que c'est une valeur moyenne. C'est qu'il y a probablement des endroits, des écosystèmes
en fonction de la topographie, des sols, du climat, c'est superficiel. En résumé, si vous êtes dans une région où il vous reste plus que 50% des milieux naturels, vous savez déjà d'emblée que vous êtes en meilleure posture qu'un endroit où il en reste à peu près pas. Alors, c'est pour ça que je dis, si vous êtes capable de viser 50% ou plus de milieux naturels sur votre territoire, ça n'a pas besoin d'être des milieux naturels qui ont tous un statut de protection, mais des milieux naturels où vous faites de la conservation. Donc, vous faites une utilisation durable des milieux naturels, vous allez bénéficier beaucoup plus grandement des services qu'ils peuvent vous procurer. Alors, juste une petite diapositive ici pour illustrer, ça vient d'Europe, là, mais illustrer la différence entre la craie boisée versus un terrain qui a été déboisé. Et puis, je pense que j'ai mis l'illustration, mais je pense que tout le monde est capable d'imaginer comment l'eau se comporte quand il n'y a plus de végétation pour la maintenir. Alors, l'idée ici, c'est d'agir en amont de la gestion des eaux pluviales, mais comment s'y prendre? Alors, je couvre là-dedans 4 thèmes. Puis je vais assez dans le détail dans chacun des thèmes avec des exemples et des références que vous allez pouvoir consulter. Alors, la sensibilisation aux enjeux, c'est bête à dire, mais chaque fois qu'on fait le tour, puis j'ai fait plein d'ateliers avec ce qu'on appelle une méthodologie qui s'appelle les standards ouverts pour la pratique de la conservation, qui est une méthodologie qui est utilisée universellement. Et veut pas, n'importe quel projet sur lequel j'ai travaillé au Québec, ça doit faire une 50aine jusqu'à maintenant, on a toujours un problème de communication des enjeux, de sensibilisation aux enjeux, et puis il va falloir crever cette abcès-là. Est-ce qu'on parle entre nous autres? Quand on se parle, on se comprend, on le sait, mais on ne parle pas, et c'est d'ailleurs la force des standards ouverts pour la pratique de la conservation, c'est à partir du moment où on a décidé qu'est-ce qu'on veut protéger, on invite tous les intervenants du milieu, pas juste ceux qui sont nos affiliés naturels, mais aussi ceux qui arrivent avec un autre bagage avec nous, puis on partage nos préoccupations, puis essayer de les traduire. Et ça fonctionne très, très bien, parce qu'il y a des choses de base que tout le monde comprend, il s'agit juste de les amener à aller un petit peu plus loin. Donc, la sensibilisation, la planification, évidemment, la réglementation municipale. Alors, on va les prendre un après l'autre. Comme les aménagements paysagers destinés à la gestion des eaux pluviales ou à toutes les autres infrastructures et méthodes que vous utilisez pour contrôler, on parle des noues, les jardins d'eau, bon, toutes ces choses-là qu'on peut utiliser pour gérer les eaux pluviales, il faut reconnaître que les milieux naturels existants, il faut les reconnaître comme des infrastructures vertes. Au début, moi, quand on parlait d'infrastructure verte, je n'étais pas certaine si j'aimais ça. Pour moi, c'est une infrastructure, c'est quelque chose de bâti pour l'être humain. Il y a eu un gros sommet il y a quelques années sur les infrastructures vertes pour essayer de faire comprendre que les milieux naturels, c'était des infrastructures vertes qui existaient déjà, dont on pouvait se servir. Alors, il faut vraiment les considérer comme ça quand on pense à la gestion des eaux pluviales. Elles vont contribuer au même fait, comme je le disais tantôt, avec des bénéfices marginaux. Donc, en limiter le ruissellement des eaux de surface, on bénéficie de toutes sortes d'autres services écologiques. Et puis, comme le démontrait le tableau tantôt, puis je vais en reparler aussi un petit peu plus loin. Faire la protection de milieux naturels, faire de la protection des milieux naturels la solution nature à mettre en œuvre dans la gestion des eaux pluviales. Et c'est ici que je fais un clin d'œil à Nature Québec. Justement, Nature Québec, dans le cadre d'un projet qui est financé par les programmes sur l'adaptation au changement climatique, prépare ont 8 municipalités pour lesquelles ils préparent un espèce de plan de match pour se servir de la nature pour s'adapter au changement climatique. Et ce sont les solutions nature, ce ne sont pas des solutions. Alors, comment est-ce qu'on protège mieux les milieux naturels pour
toutes sortes de fonctions pour nous adapter, que ce soit les îlots de chaleur, le ruissellement de l'eau de surface ou encore la séquestration de carbone pour avoir une communauté qui est neutre. Dans la protection, alors, il faut soutenir les OBNL. Je sais que les OB20 en font beaucoup, les conseils régionaux de l'environnement, même les petits groupes comme dans Astonam, là, je ne sais plus du nom, transition, là, action transition. Il faut travailler ensemble à l'éducation, à la sensibilisation pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Alors ça, puis entre autres, les décideurs et les gestionnaires municipaux, parce que c'est eux qui vont avoir à maîtriser, à comprendre ça pour pouvoir, après ça, le mettre en application. Alors, il faut cesser de parler aux déjà convaincus, puis aller convaincre ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de partager avec nous. Donc, ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, dans la planification du territoire, alors, au schéma de l'aménagement des MRC, identifier les milieux naturels qui, s'ils étaient détruits ou dégradés, contribueraient à augmenter le ruissellement de l'eau de surface. Alors là, pour l'instant, on parle beaucoup des milieux humides, entre autres des milieux humides riverains qui sont importants dans ça. Les bandes riveraines qui arborent un couvert forestier arbustif ou arbustif. Les milieux forestiers qui se retrouvent sur des pentes fortes ou sur des sols instables. Les milieux naturels contribuant à la recharge des nappes phréatiques ou des aquifères. Donc, ça, je dirais, c'est mon wish list de tantôt qui était pour la biodiversité. Ça ici, c'est mon wish list là, pour aider à diminuer le ruissellement des eaux de surface. Puis, tant qu'à faire des plans régionaux de milieux hydriques et humides, il y a beaucoup d'MRC qui ont dit, bien, tant qu'à faire ça, dont la MRC Bromissois où j'habite, on dit, bien, tant qu'à y être, on va faire un plan des milieux naturels aussi. En pensant aux services écologiques qui peuvent nous rendre. Donc, tant qu'à le faire, tant qu'à se mettre dans ce bain-là, ce n'est pas beaucoup plus compliqué d'aller chercher en plus ces milieux-là pour avoir un plan global et pas attendre à plus tard et détruire des milieux qui nous rendent des services maintenant. Alors, ça, c'est important de le faire. Donc, il faut le planifier. C'est comme n'importe quoi d'autre. Si on veut s'en servir, il faut avoir en amont pensé à ces cycles-là. Maintenant, si on les a planifiés, si on les a mis dans notre PEMAD ou dans notre schéma d'aménagement, pour que les municipalités respectent dans leur part. Bien, là, ça va se traduire de différentes façons dans la réglementation municipale. On va parler de la réglementation tantôt parce que si on identifie des sites, bien, il y a des sites qu'on va pouvoir développer, mais il y en a d'autres que, dépendant de ce qui a été mis dans le PEMAD ou dans le schéma d'aménagement, qui vont peut-être être plus difficiles à développer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la conservation des milieux naturels, il faut, après les avoir identifiés, il faut regarder ceux qui seraient avantageux de conserver pour réduire le ruissellement de surface. Ça va être différent, je l'ai dit tantôt, selon la topographie, selon, si vous êtes dans les basses-terres du Saint-Laurent, vous êtes dans les Appalaches ou même ici, dans les Monts-Sutton où on a des cours d'eau torrentiels, ça va être vraiment différent d'un endroit à l'autre. Alors, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Mais un coup qu'on a identifié ces endroits-là, comment est-ce qu'on procède pour les protéger? Bon, il y a toujours l'expropriation. En dernier recours, mais ça s'est fait ailleurs, donc ça pourrait se faire. On sait en ce moment que les municipalités aimeraient qu'on revise les lois qui leur permettent d'exproprier parce que c'est très, très coûteux. Puis on pourra en reparler peut-être si vous avez des questions là-dessus tantôt. Mais l'expropriation, mettons qu'on la mette comme en dernier recours, hein, quand on n'a plus le choix, puis qu'on décide qu'on va exproprier. Il y a beaucoup d'autres alternatives. Donc, on peut, pour avoir une affectation ou un zonage de conservation de milieux sensibles à l'érosion, pouvant atténuer le ruissellement de surface,
assorti d'une réglementation qui est adaptée. Alors ça, on va y arriver tantôt à la réglementation. Mais un coup qu'on l'a zoné ou affecté, bon, ben, c'est certain qu'il y a probablement des gens qui vont dire, ben là, je peux pas faire ce que je veux. Bon, je ne pourrais pas développer. C'est pour des municipalités de prendre des ententes de conservation et ça peut aller de la déclaration d'intention avec des propriétaires, qui est juste une intention de le faire. Mais ça peut aussi à l'acquisition de servitude, à l'acquisition des pleins titres de propriété. Et cette acquisition-là peut se faire par don. On a vu récemment quelqu'un donner une île, ça doit valoir une fortune dans la rivière des Mille-Îles. Un don d'une propriété vraiment exceptionnelle. Il y a des incitatifs fiscaux. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là parce qu'on pourrait en faire une conférence en soi. Mais les ventes à rabais ou à l'achat, on peut carrément acheter les terrains, la désignation d'une région d'aller protéger ces territoires-là. La collaboration avec les organismes de conservation, les organismes de bassins versants ou d'autres organismes peut être un atout pour les villes pour être capable de réaliser ces ententes de conservation. L'exemple probablement le plus éloquent, qui n'est pas au Québec, mais c'est la ville de New York qui a investi 1,8 milliard de dollars pour protéger 3200 hectares de milieux naturels situés dans les bassins versants qui se déversaient vers leur source d'eau potable. Ils ont jugé que c'était plus rentable de protéger ce capital naturel-là et qu'ils économiseraient plutôt que d'autres façons d'avoir de l'eau et qu'ils économiseraient 8 milliards de dollars dans la construction d'une usine de filtration et 300 000 dollars annuellement dans son opération. Donc, c'est un pensée du bien. On pense souvent à la perte des taxes foncières par le fait qu'on ne développera pas un territoire, mais on ne pense pas tout le temps aux économies que ne pas construire ou construire autrement en densifiant, par exemple, va nous apporter. En 2002, déjà, la ville de Sutton, c'est même avant l'État de New York, la ville de Sutton avait compris qu'il y avait c'était le canton de Sutton, même à l'époque, ce n'était pas encore la ville de Sutton, ont compris qu'il fallait protéger des territoires pour empêcher certains terrains. Ils ont acquis des droits de coupe et même acquis certains terrains qui étaient directement dans le bassin versant des étangs qui alimentaient le secteur montagne de la ville de Sutton pour justement préserver l'approvisionnement et la qualité d'eau de ce territoire-là. Alors, je vous ai mis un petit trait de mémoire juste avec des sources pour aller voir d'où viennent ces informations. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Comme j'ai dit, ça pourrait faire l'objet d'une conférence en soi. Comment fonctionnent les statuts de conservation ou ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la conservation privée, conservation volontaire en terre privée, pardon. Puis je vous donne quelques exemples. Alors, il y a deux grands types. Là. Il y a des ententes qui sont des ententes qui sont ce qu'on appelle des déclarations d'intention, plutôt des ententes qui ne sont pas légales, mais qui sont sur l'honneur. Alors, juste pour vous donner une idée, quand ils se sont rendus compte que le lac d'Avignon, le réservoir Chouanière dans la région de Granby, avait beaucoup de blooms d'algues, ils se sont dit peut-être que si on demandait aux gens de mieux protéger les riverains, de mieux protéger leur territoire, de garder leur milieu humide et de poser certains gestes pour protéger la qualité de la nature, ben, peut-être que ça serait intéressant. Alors, il y a 62 propriétaires qui ont signé des déclarations d'intention dans le corridor bleu-vert qui rejoignait ces deux plans d'eau-là. Un autre exemple intéressant, ce n'est pas un organisme de conservation, c'est une agence forestière du Bas-Saint-Laurent qui a signé 381 déclarations d'intention des producteurs forestiers pour protéger 2500 hectares, ce n'est pas 2500 mm,
c'est donc dire que tout le monde peut faire ça. Puis je sais qu'il y a des OBV qui le font maintenant pour des propriétés riveraines. Les ententes légales, on peut penser que les municipalités négocient rarement des ententes légales directement avec des propriétaires, mais il n'y a rien qui les empêche de faire. Et en fait, il y a plus de 40 municipalités et MRC qui ont protégé des portions de leur territoire en acquérant des terres dans le but de les vouer à la conservation. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Donc, on est capable de faire ça. La plupart collaborent avec des ONG de conservation pour protéger les milieux naturels. Ça se manifeste de différentes façons. Soit ça se manifeste par un soutien technique ou financier. Par exemple, la ville de Shefford et la ville de Granby ont travaillé avec le corridor appalachien pour donner des statuts de réserve naturelle à des parcs ou à des espaces naturels pour qu'ils demeurent protégés à perpétuité puis qu'il n'y ait pas un zonage qui puisse changer ces milieux-là. Il y a la municipalité de Bolton-Est et de Saint-Étienne de Bolton qui ont collaboré financièrement à l'acquisition par corridor appalachien de 217 hectares des sommets et des hauts versants du mont Foster. Alors, quand on est dans les sommets et les hauts versants, même si l'objectif était plus l'accessibilité au public, les mécaniques restent la même, et dans ce cas-là, ils vont aussi bénéficier d'une réduction de ruissellement des eaux de surface. Il y a plus d'une soixantaine d'organismes de conservation qui œuvrent au Québec, et dans le Québec habité, est à peu près tout couvert. Donc, il n'y a pas de raison, si vous n'avez pas l'expertise, vous allez en apprendre plus, de ne pas rechercher ces organismes-là. Dans la réglementation, il peut aussi se faire des choses. Il y a énormément de choses, en fait, qu'on peut faire avec la réglementation. Puis même si elle ne vise pas spécifiquement la protection, souvent, là, on sait qu'on va protéger plus de milieux humides grâce au PRMHH, mais il y a des choses qu'on peut faire, puis si on ne vise pas spécifiquement les milieux boisés, c'est ce que ça va nous donner comme résultat. Par exemple, le règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté dans le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté urbaine de Québec indique des nouvelles normes, notamment la protection des milieux humides, leurs bandes de protection, des cours d'eau et des bandes de protection des cours d'eau. Mais en ce qui concerne les forêts, ils vont dire l'air, ils vont demander pour un développement ou pour une résidence, l'air qui va être développé, la surface qui va être conservée à l'état naturel et le plan de revégétalisation si jamais il y a des milieux qui sont dégradés. Donc, indirectement, ce que ça va produire, c'est qu'on va protéger les milieux naturels. La même chose pour le RCI qui a été adopté tout récemment, là, en décembre, par la MRC de Memphremagog, qui vise l'interdiction de travaux dans les ouvrages, de travaux d'ouvrages et de construction dans les zones de pente forte et très forte. Alors, il y a des restrictions différentes dans les deux cas, mais ça reste que ce que ça va faire, ça va maintenir des milieux naturels qui vont continuer à jouer leur rôle donc, c'est des façons d'arriver aussi à la protection de services écologiques que nous rendent les milieux naturels. Si on voit une municipalité, puis là, je presse pour ma paroisse, c'est des exemples de réglementation. J'habite à Sutton et déjà en 2008, on savait qu'on avait un problème d'érosion, entre autres, qui affectait l'entretien de nos chemins, les fossés. On avait des coulées, on avait des problèmes d'eau potable, on avait toutes sortes de problèmes. Donc, dans son plan d'urbanisme, qui est en révision maintenant, mais ça, c'est des éléments qui vont être maintenus, on interdit toute construction aux altitudes de 600 mètres et plus. L'objectif, au départ, était de protéger nos paysages. Mais en même temps, on bénéficie des services écologiques d'avoir protégé les hauts sommets. Et dans les zones de protection d'altitude moyenne, ce qu'on appelle les zones PAM dans notre jargon, de 350 à 600 mètres, toute construction isolée est assujettie à un règlement d'usage conditionnel. Alors, la personne qui veut s'associer pour une résidence isolée, la personne doit fournir des cartes de pente, construire sur des plateaux, doit s'assurer d'identifier les sommets de montagne, les crêtes, les points de vue d'intérêt, les boisés, les cours d'eau, les milieux humides, les bandes riveraines. Et puis, le concept d'aménagement doit permettre le drainage naturel et de garder l'eau, de favoriser la rétention d'eau sur le site.
les eaux de ruissellement. C'est là que les zones techniques de gestion des eaux pluviales viennent quand vous êtes rendu dans un milieu aménagé. Donc, déjà, ça oblige le propriétaire, puis il y a plein d'autres normes sur les superficies à déboiser, bon, puis tout ça. Donc, ça oblige de garder une partie de la fonctionnalité des milieux naturels pour empêcher les eaux de ruissellement. Mais le mot préféré, c'est celui-là. Ça, c'est un autre règlement. C'est dans notre règlement de zonage concernant les dispositions particulières aux projets intégrés d'habitation. C'est que ces projets intégrés d'habitation doivent partager certains équipements comme les espaces de circulation, de stationnement et des équipements récréatifs. Et en plus, elles doivent conserver une proportion de 60 de la superficie totale doit être conservée à l'état naturel et la configuration des lots et des tracés et des voies doivent respecter les composantes du milieu naturel du site. Donc, la petite illustration que vous avez en bas, c'est un projet réel. Ce n'est pas une invention, c'est le domaine des montagnes vertes où le propriétaire avait jugé qu'il voulait faire, je ne me souviens plus le nombre exact là, de propriétés avec ce qu'on avait comme règlement à l'époque, donc des terrains minimalement de 20 acres. Et puis, là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, sur les sommets, les routes vont être abruptes, ça va causer de l'érosion. C'est arrivé à ces projets-là d'intégrer d'habitation où on permettait une densification conditionnelle à la protection de 60 de la superficie du territoire, donc ce qui crée beaucoup moins d'impact par rapport à la superficie des milieux naturels. Alors ça, c'est une nouvelle façon de regarder le développement. On ne l'a pas inventé à Sutton, hein, ça s'inspire de techniques qui ont été développées aux États-Unis, entre autres, si vous tapez sur vos browsers, là, Going Greener, vous allez trouver plein d'informations sur ces nouvelles façons de faire-là dans l'implantation dans les milieux naturels pour minimiser l'impact sur les milieux naturels, mais en même temps, encore là, par la bande, bénéficier de services écologiques. Les bénéfices indirects de conserver pour la gestion des eaux pluviales, ben, j'en ai glissé un mot. Au niveau de la biodiversité, on va protéger la biodiversité, incluant entre autres les pollinisateurs, favoriser la connectivité pour le bien-être humain. On a parlé aussi santé physique et mentale. Alors, on le sait, avec la COVID, les gens ont recherché à aller dans les milieux naturels, avoir accès aux milieux naturels. Et ça a été bénéfique pour beaucoup. On le sait ici à Sutton, ça a été une influence incroyable des gens sur les sentiers, sur les territoires qu'on a protégés depuis 20 ans. L'épanouissement des gens, même, vous avez sûrement vu passer que maintenant, un médecin peut prescrire un abonnement hein, et ça va être défrayé par le gouvernement, des abonnements pour les parcs nationaux pour aller se promener en nature. Alors, on commence à comprendre ça. Ça crée une meilleure cohésion sociale, une meilleure résilience de la communauté. Et sur le plan économique, parce que c'est souvent là qu'on se confronte la protection naturelle, la conservation des milieux naturels et les retombées économiques. Mais on s'est rendu compte que, on l'a dit tantôt, en termes d'économie, quand on protège les milieux naturels, on réduit les dépenses pour les infrastructures municipales. Il y a une augmentation des valeurs immobilières. Il y a un attrait supplémentaire de taille pour attirer des nouveaux résidents et de l'industrie touristique. Et même si ça ne relève pas des municipalités, c'est tous nous autres qui payons pour ça. Ça diminue le taux d'hospitalisation relié aux problèmes de santé associés à la mauvaise qualité de l'eau et de l'air. Donc, on a des retombées directes et indirectes de protéger les milieux naturels. Puis là, je vous ramène à quelques années où on a beaucoup parlé du déficit de nature chez les enfants. Donc, si on a encore les enfants, ben, de les rapprocher du milieu naturel, c'est important, entre autres pour ceux qui ont des symptômes de déficit d'attention. On a aussi remarqué que des études qui ont été faites sur le long terme, que les espaces verts contribuaient vraiment à la santé des gens à un niveau qui est équivalent à environ 21 à 28 des bienfaits que procure d'avoir un emploi ou d'être marié. Alors, c'est un passé bien. Si vous décidez de divorcer, vous pouvez mettre ça dans
dans vos calculs. Mais même des gens qui ont habité proche de milieux naturels puis qui se retrouvent en ville, en personnes âgées, dans des condos, des CLSC, vont voir une retombée des milieux naturels qui vont se prolonger dans le temps. Donc, on sous-estime beaucoup, beaucoup l'impact de notre lien avec ça. Enfin, peut-être l'image que je veux partager avec vous, qui est la plus intéressante par rapport à la valeur immobilière, parce que c'est là que le bas blesse. Hein. On le sait que les municipalités, leur seul revenu, c'est les taxes foncières, ou à peu près leur seul revenu, puis c'est comme une course en avant de développer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout le développement. Il faut développer mieux, c'est certain. On a parlé beaucoup d'étalement urbain au cours des dernières années. On le sait que c'est un problème. Ça occasionne des coûts énormes auprès des municipalités. Mais quand vous protégez un milieu naturel, puis ça, je vous ai mis à la référence, il y a une incidence. Une incidence sur la valeur des propriétés. Donc, ici, j'ai un petit exemple là, qui est très graphique. Mais un parc de 20 hectares, ça va augmenter la valeur des propriétés de 20 %. Si vous êtes, ça, c'est à peu près la distance qu'il y a entre le parc et le bleu foncé, c'est à peu près 600 à 800 mètres. Donc, si vous êtes plus près, 10 %, si vous êtes un peu plus loin, 5 %. Donc, les taxes que vous iriez chercher avec ça serait intéressant quand on vous propose un nouveau développement, les taxes que vous iriez chercher avec un nouveau développement versus l'augmentation des taxes, l'augmentation de la valeur des propriétés, c'est sûr que ça ne répond pas exactement au même moment. Ce n'est pas parce que tu mets un parc que tout de suite, les valeurs foncières au titre là, dans les registres municipaux vont monter, mais les ventes vont créer une demande pour des propriétés qui sont sur le bord d'un parc. Moi-même, j'ai donné 11,5 acres de terrain à côté de ma maison et ma voisine derrière chez nous en a aussi protégé, je pense, une quarantaine d'acres. Propriété, ça va être une plus-value pour la vente de savoir que ça va rester naturel à côté. Donc, ça, c'est un pensez-y bien. Et toujours dans le même document, il y a les services municipaux qu'on dépense pour desservir les nouveaux développements sont souvent beaucoup plus élevés que de garder un territoire comme parc, par exemple, où on va peut-être aménager des sentiers puis faire quelques aménagements. Donc, je n'ai pas mis les chiffres parce que je n'ai pas rejoint la personne, mais je me souviens que quand la municipalité de Bromont s'est posé la question, est-ce qu'on est capable d'acquérir le sommet sur lequel on voulait faire un développement, le Val 8? Il y a la même étude que je partage avec vous qui a fait le calcul. Et en comparant, si on ne développe pas ça, mais qu'il y a une valeur augmentée des propriétés alentours et qu'on amortit ça dans le temps, est-ce que ça serait avantageux? Est-ce que la municipalité pourrait faire un règlement d'emprunt avec les taxes rajoutées par l'augmentation de la valeur des propriétés? Et ils se sont rendus compte qu'au bout de 10 ans, ils pouvaient amortir des emprunts sur 20 ans, ils pouvaient amortir l'emprunt nécessaire de 4 millions de dollars pour l'acquisition du sommet sur lequel il y avait un développement prévu. Alors, ces chiffres-là datent quand même de peut-être, je ne sais pas, 2004. Là, lui, il s'était servi de ça. Est-ce que c'est encore les bons chiffres? Mais ça serait un exercice à faire. On pense juste aux taxes que vont nous rapporter un nouveau développement, mais si on met ça dans une perspective autre, on peut commencer à calculer là, les avantages puis d'étaler ça sur une plus grande période. D'ailleurs, on sait que la municipalité est plus que ce que ça aurait coûté originalement, jusqu'à 110 %. Donc, c'est important de regarder ça de cette façon-là. Et il faut aussi, puis ça c'est mon mot de la fin,
quand une municipalité, mettons, de taille moyenne, trouve qu'il est normal de faire un aréna qui va coûter 3, 4, 5, 6 millions, pourquoi se pose-t-elle la question pour protéger un milieu naturel qui va bénéficier, qui va avoir plein de retombées de services écologiques, qui va probablement bénéficier à une beaucoup plus grande partie de la population? Alors moi, si on le regarde comme infrastructure au niveau des services écologiques qui rentrent et des services à la population qui a besoin d'aller dans les milieux naturels, on le sait maintenant, pourquoi qu'on ne pourrait pas, parce que là, on bloque sur le chiffre, mais en fait, le chiffre, il est dérisoire. Alors voilà, c'était ma présentation. La dernière diapo, je vous mets quelques références, entre autres, pour mieux connaître les options de conservation volontaire, savoir s'il y a des organismes dans votre coin qui travaillent là-dessus, mieux comprendre les services écologiques, le petit document de la Montérégiès que je diffuse partout parce qu'il est très bien fait. Et aussi, le dernier point, certains exemples dont j'ai parlé, celui de Sutton, celui des MRC, des RCI dans les MRC. Le 22 mars 2022, à 15 heures, il va y avoir le lancement officiel d'un guide à l'intention des municipalités. L'objectif, c'est pour être capable de protéger des milieux naturels pour la connectivité écologique et tout ce qu'il y a là-dedans s'applique également à tout milieu naturel qu'on voudrait protéger. Hein, quand on parle de connectivité écologique, ce n'est pas juste le corridor. Le corridor, il va dans le milieu à peu près tout. Et puis, vous pouvez y aller tout de suite. Pas parce que le lancement, c'est le 22 mars, là, le site est déjà accessible. Puis là, il y a des onglets MRC. Voici les règlements pour une MRC, ce que vous pouvez faire. Voici, après ça, il y a un onglet municipalité, ce que vous pouvez faire. Et c'est non seulement ce que Louise Gratton pense que vous pouvez faire, ça a été validé par un urbaniste, mais surtout, je vais vous mettre des liens à toutes les municipalités qui l'ont déjà fait. Donc, souvent, ce qu'on se fait dire par nos municipalités, c'est « Ouais, ben, si quelqu'un l'a fait, peut-être qu'on le ferait. » Bien là, ils sont tous documentés. Alors, je vous encourage fortement à les consulter là, pour avoir des idées pour voir comment est-ce que vous pouvez protéger vos milieux naturels grâce à la réglementation. Merci. Bien, merci, Louise. Je me suis dépêché d'aller chercher, parce que là, on ne peut pas cliquer sur l'écran, ne mettez pas votre doigt, ça ne vous amènera pas là. Mais puis la présentation va être partagée sur le site de réseau. Éventuellement, dans les prochains jours, vous allez recevoir un courriel là-dessus, mais je vous ai partagé le dernier lien là, dans le chat pour ceux qui voudraient se faire un onglet là-dessus. Moi, tout de suite, on va rentrer dans la partie interaction avec Louise. On va pouvoir poser des questions, puis je vais utiliser mon droit d'animateur pour lancer tout de suite, en fait, parce que outre, bon, il y a différents aspects qu'on pourrait aller dans le détail, mais je sens que dans la clé d'une démarche, tu parlais de la sensibilisation en premier. Bon, tout le monde est assez conscient que c'est bien de commencer par ça, mais vu ton expérience, Louise, j'imagine que tu dois avoir des éléments ou des types d'actions qui punchent plus que d'autres. Quand c'est le temps de sensibiliser, puis là, je pense, tu as parlé de cartographie, donc l'idée d'illustrer peut-être le territoire ou encore amener les gens sur le terrain. Toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu as vu qui punchait le plus quand c'est le temps de dire, bon, là, il faut injecter un peu de réflexion. Qu'est-ce qui peut être payant là, comme outil? Honnêtement, là, c'est que souvent, bon, on fait des lettres ouvertes, on écrit, on produit des rapports. On en produit des rapports. Moi, je suis assez tannée, là, je prends ma retraite. On est capable de s'asseoir et de se parler. C'est ça la clé. En conservation volontaire, ça, j'ai appris ça de la conservation volontaire. Je n'ai pas appris ça ailleurs. Quand on veut qu'un propriétaire protège son terrain, on fait des rencontres de cuisine. On va le rencontrer chez lui, on amène des chocolate chips, il nous fait un café, puis là, on parle. Alors, on ne fait pas ça avec les élus, on ne donne pas des lieux de discussion, de présentation, d'explication. À l'occasion, un petit peu plus, je te dirais, depuis quelques temps, mais maintenant, les organismes de conservation qui ont fait de l'acquisition de terrain, ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas tout acheté. Alors, ils ont commencé à vraiment intervenir, puis aller s'asseoir, puis expliquer ce qu'on fait,
comment on peut être soutenu, comment ils pourraient le faire, mais il faut arrêter d'écrire du papier, il faut se rencontrer et se parler. Je comprends que les 2 dernières années, ça a été difficile. Hein? On a fait des présentations Zoom, mais le secret, il est là. Et on est, comme j'ai déjà dit, quand on travaille à conservation volontaire, les gens c'est gênant. Écoute, le pire qui peut t'arriver, on a été élevé dans, puis là, je fais plus de la sociologie, c'est qu'on a été élevé notre société a été, comment je pourrais dire, on a été conditionné à si on a un refus, c'est comme si c'était un échec. C'est pas un échec. C'est que, bon, je ne l'ai pas eu sous cet angle-là. Il va falloir que je m'essaye sur un autre angle. Ouais, je vais quand même y laisser, qu'on fait ça, on va quand même y laisser du matériel pour qu'ils réfléchissent. Puis, je vais revenir autrement. Je vais peut-être faire parler quelqu'un d'autre que moi, parce que peut-être ça n'a pas cliqué, la chimie n'était pas bonne. Alors, c'est vraiment le contact humain, les échanges humains. C'est comme ça qu'on va changer. Puis c'est ce qu'on a beaucoup de difficultés avec ça dans notre société parce qu'on ne veut pas contredire, on ne veut pas se faire dire non, on ne veut pas dire. C'est difficile au début, mais à un moment donné, il faut passer outre ça parce que notre message est plus important. Là, il faut se poser la question, est-ce que c'est le messager? Ça fait que c'est vraiment ça qu'il faut travailler. OK. Donc, il faut le planifier. On ne peut pas avoir seulement une carte dans son jeu pour faire la sensibilisation. Tout ça, on est mieux de multiplier les petits efforts que d'essayer de se concentrer sur un seul grand. Là. Oui, puis une carte, s'il n'y a pas d'action associée, puis c'est ça aussi la beauté des normes ouvertes de standards pour la conservation, c'est qu'après ça, un coup on connaît notre territoire, on sait qu'on veut faire ça. Là, on réunit tout le monde, on dit, regardez, on a un problème, on veut faire ça, comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Là, les gens se mettent à discuter. Je l'ai fait avec des agriculteurs, on l'a fait avec des gens du milieu forestier, du ministère des Transports pour les passages phoniques. Et à chaque fois, quand on s'assoit avec les gens, ben, c'est un peu plus difficile d'abord pour eux de fermer leur micro, puis de fermer leur vidéo, puis de ne pas écouter ou de recevoir un rapport, puis le mettre sur une tablette. Quand ils sont en face de toi, puis tu dis, et vous pensez quoi? Ils sont obligés de réagir. Puis vous allez être surpris que bien souvent, ils ont dit, ouais, vous avez raison, c'est vrai que ça fait ça. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment est-ce qu'on pourrait changer ça? C'est quoi? C'est une question d'argent? C'est une question de votre machinerie est trop large? C'est quoi le problème? Puis, surprenamment, on trouve des solutions ensemble. Ce ne sera peut-être pas la solution idéale, mais on va faire un pas en avant. Puis ça, on néglige considérablement ça. Même dans tous les ateliers, souvent, là, ça va être trop dirigé. Il faut se donner le temps de discuter, d'échanger. Mais c'est certain que ça prend quelqu'un pour animer tout ça, pour ne pas se perdre, là. Mais ça prend qu'il faut vraiment s'asseoir avec les gens. On a à Corridor Appalachien, en 20 ans, on célèbre nos 20 ans cette année, on est rendu à plus de 150 km² de territoire protégé. Puis au début, il a fallu solliciter des gens, puis aller les voir, puis leur demander ce que ça vous tente, qu'est-ce que vous faites avec ce terrain-là, puis ça. Mais un coup que la roue est partie, les gens connaissent ce qu'on fait, veulent s'impliquer, veulent s'embarquer. Donc, c'est un peu la même chose dans le milieu municipal. Si une municipalité qui arrive, ou une MRC qui arrive à faire passer quelque chose, que tout le monde en retire des bénéfices, ça va être une question après ça, pour les autres, de vouloir faire la même chose. OK, super. Puis c'est ça, j'imagine qu'après, parce que là, si on réussit à amener la démarche ou à amorcer une démarche avec une bonne sensibilisation, il faut aussi calculer que ce n'est pas une démarche qui arrête, là, j'imagine, parce que là, tu te dis, bon, ça fait tant d'années là, pour le corridor appalachien, ça semble assez éternel. Là, je ne veux pas décourager les gens, mais je veux dire, il y a de la pédagogie à faire tout le temps pour maintenir aussi l'intérêt puis l'appropriation. Oui, absolument. C'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas
Pas un écueil. C'est pas un écueil. Non, il faut. C'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, quand on a commencé le corridor appalachien, quand on cherchait du financement, au début, on se faisait dire c'est bien trop ambitieux, votre projet, vous ne serez jamais capable de faire ça. Puis finalement, on a rencontré des fondations privées, puis ils nous ont donné de l'argent. Oui, ils trouvaient notre projet intéressant, bien basé sur la science, et puis on s'était beaucoup inspiré de ce qui se faisait dans l'Ouest américain. En fait, la raison pour laquelle ils nous ont donné l'argent, malgré toute la belle science, les belles cartes et tout ça qu'on avait fait, ils nous ont demandé combien de temps vous pensez que ça va prendre? Moi, j'avais 48 ans à l'époque, puis j'ai dit, bon, ben, je me donne jusqu'à 88 ans. C'est 40 ans. Donc, c'est comme du travail à long terme, comme n'importe quel autre travail qu'on entreprend à long terme. Ça ne se règle pas sur le coin d'une table en 10 minutes. C'est de continuer, de persister, de trouver des nouvelles façons de faire. Mais c'est le fun parce qu'en même temps, on crée et on invente des nouvelles façons de faire pour protéger la nature. C'est très stimulant. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Puis la recherche avance à peu près en même temps que nous. Donc, peut-être qu'un jour, on va avoir, si vous protégez, je ne sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, là, écrivez pas, prenez pas des notes. Là. Si je dis, il faut protéger 100% des sommets en pente avec des pentes de plus de tant de pourcents, il faut protéger tant de pourcents de pente moyenne, tout ça, pour avoir bénéficié de tous les services écologiques que peuvent nous rendre les milieux naturels en termes de contrôle du ruissellement de surface. On aura des chiffres sur lesquels s'appuyer, mais en attendant, on le sait que la problématique est sur ces territoires-là, donc on agit. C'est bon, puis ça donne, ce que j'entends aussi, c'est que tu donnes une échelle de temps aussi de comparatif. Il ne faut pas se piéger dans les comparatifs à court terme. Il faut aller dans le moyen long terme assez facilement si on veut vraiment faire des comparatifs avec des espaces. C'est ça, puis il faut y aller comme un peu par étapes. Tu sais, une municipalité qui zone un territoire de conservation puis qui limite le développement qu'un développeur pourrait faire, il peut avoir l'autre carte dans sa poche qui dit, écoute, on peut peut-être développer le terrain autrement, puis je vais pouvoir aller chercher des incitatifs. En tout cas, il y a une façon de planifier à l'avance. Parce que tu ne peux pas, un promoteur, tu ne demanderas jamais à un organisme de conservation de faire ça. Tu regardes, le promoteur va travailler avec toi, puis après ça, il va avoir un incitatif. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la propriété, il faut que ça soit planifié, discuté en amont pour que ça puisse se réaliser, parce que ce n'est pas une potion au développement de protéger les milieux naturels. Il faut que ça bénéficie, il faut qu'il y ait un sens, puis ça ne peut pas être cohérent. Là. Oui. Ça amène aussi les réflexions autour de l'évaluation de la notion de patrimoine, parce que c'est un patrimoine qui est présent, mais qui est juste sous-estimé ou non considéré. Puis non considéré. Il faut travailler en conséquence. C'est ça. Puis le considérer aussi comme, tu sais, quand on fait le bilan de ce qui est notre municipalité, des actifs ou encore des attraits, je ne sais pas comment est-ce qu'on comptabilise ça, mais on sait qu'on a des infrastructures pour les activités sportives, on a plein d'infrastructures. Pourquoi ne pas considérer ça comme un atout? Bien, tu parlais d'infrastructure, on parlait d'infrastructure par rapport au ruissellement, mais je veux dire, si on rentre dans le calcul d'un patrimoine naturel autour de nous, les services écologiques, là, tu parlais du bien-être, on peut aussi rentrer dans les infrastructures récréotouristiques. Là. Oui, tout à fait. OK. Gênez-vous pas pour lancer des questions. Moi, je peux être assez intarissable, là, puis j'en ai quelques-unes en réserve, mais vous levez la main, vous passez par le chat, là, vous ne vous gênez pas. On a encore facilement une bonne grosse demi-heure là, avec Louise, là, puis on ne va pas laisser aller ça, on va en profiter. Moi, j'avais une autre, peut-être des exemples de. Je sais qu'à Saint-Donat, on parle d'une municipalité qui s'annonce comme un parc national habité. Mais par rapport à des milieux conservés, est-ce que tu as des exemples, des endroits qu'on pourrait appeler des endroits conservés, mais habités aussi, l'espèce de mixité? On voyait tantôt dans l'aménagement,
Mais des exemples carrément à plus grande échelle ou des espaces de conservation dans lesquels l'habitation est carrément intégrée. On commence à en faire de plus en plus. Dans le cas, justement, le projet du domaine des montagnes vertes, c'était ça l'idée derrière ça. Mais souvent, il faut faire attention parce que souvent, on a l'impression enfin, on fait un petit peu des fois, on va dire, bon, mais les gens mais ils vont les garder boisés. Peut-être qu'au niveau du ruissellement de l'eau, puis en gérant les eaux de surface pour qu'elles se maintiennent sur la propriété, ce qui a été fait d'ailleurs dans le domaine des montagnes vertes, là, pour éviter le ruissellement vers les ruisseaux plus bas. On pourrait dire que c'est suffisamment bien géré pour empêcher pour bénéficier de tous les services écologiques. Mais il faut penser qu'après ça, on n'a pas le contrôle sur comment les gens vont occuper ces terrains-là. Par exemple, moi, j'ai un voisin ici, juste à côté, d'ailleurs, quand je prends l'hiver, ça paraît moins. L'été, je ne prends jamais des marches de ce côté-là parce que lui a décidé de nettoyer son boisé. Alors, il n'y a plus une branche morte, il n'y a plus de feuilles, puis c'est grand, là, il passe le rotor à grandeur. Et puis ça élimine la capacité d'absorption des sols forestiers qui alimentent les nappes phréatiques sous-jacentes. Donc, après ça, il faut vraiment, quand on fait ça, c'est pour ça que moi, je privilégie davantage de densifier les secteurs d'habitation pour les entourer d'une nature qui, elle, va rester avec ses caractéristiques propres. Parce qu'après ça, sinon, il faut être capable de contrôler les actions de chacun des individus. Puis ça peut être plus difficile. Mais quand j'entends densifier, c'est densifier en petite quantité là, dans l'idée des cellules pour avoir des espaces autour aussi. Exact. Oui, exact. C'est bien. Puis au début, on s'est fait dire, ah non, le monde, ils n'aimeront pas ça, avoir des petits terrains. Puis là, c'était pas si petit, c'était quand même 2 ou 3 acres. Là. Et puis, vous allez être surpris. La différence, c'est que souvent, les gens vont s'installer avec des très grands terrains, mais là, ils savent pas quoi faire avec leur forêt. Bon, tu as beau leur dire, fais rien, elle va être correcte. Elle était là avant que les Blancs arrivent sur le territoire. Mais souvent, ils se font dire qu'il faut aménager la forêt, qu'il faut faire plein de trucs. Puis là, ça devient un fardeau pour eux. Donc, c'est surprenant comment est-ce que quelques heures pour avoir la paix, pour avoir le voisin collé sur toi, mais pas avoir une grande forêt à s'occuper, mais plutôt un bien qu'on partage avec nos voisins. Ça a été très, très bien reçu des acheteurs. Alors, des fois, on se fait une conception un peu. Puis, de toute façon, c'est comme moi. Bon, ça, c'est un autre exemple. Tu sais, les gens m'ont dit, mon Dieu, tu donnes 11,5 acres, donc 70 de mon terrain, en fait, à un organisme de conservation. Donc, c'est quand tu vas vendre ta propriété, tu n'auras plus que 5 acres, ça va valoir beaucoup moins cher. Bien, premièrement, je ne suis pas prête à vendre là, pour l'instant, mais je suis persuadée que si je vends avec des milieux naturels à côté dans lesquels je peux aller me promener, il ne m'appartient plus, je peux aller marcher dedans, je vais regagner facilement la valeur de ce terrain-là avec la valeur de ma propriété. Donc, c'est pas... Il ne faut pas faire une équation là, avec grand terrain et meilleure protection. Moi, je pense sincèrement. Puis en plus, quand on fait un grand terrain et qu'on éparpille les gens, d'ailleurs, c'est un des problèmes des Laurentides. Je vais juste vous donner un exemple. On a fait une analyse des secteurs dans les Laurentides on a regardé la fragmentation du territoire. Puis, malgré les provinces naturelles des Laurentides, là, en enlevant les basses, la partie qui n'est pas dans la région administrative des Laurentides, là, on parle vraiment de l'ensemble physiographique, là, on enlève la partie basse terre du Saint-Laurent, le long de la rivière Outaouais et du fleuve.
Mais on s'est rendu compte qu'il y avait 85% de forêts. Donc, tu dis, oh mon Dieu, ça va bien, 85% de forêts. Mais si on regardait en termes de biodiversité, si on regardait les forêts d'intérieur, okay, qui sont les habitats d'espèces qui ne vivent que dans les forêts d'intérieur, donc une foule d'espèces d'oiseaux, des mammifères, des micro-mammifères, en fait, plein d'espèces, il y en a seulement 25% qui est à plus de 150 mètres d'une route. Donc, en termes d'habitat, pour la biodiversité, c'est dramatique. Parce que, oui, on a des grands terrains, mais on est éparpillés partout sur le territoire. Ça, il faut arrêter ça. Mais ça ressemble à la carte que tu présentais tantôt. Oui, ça a un coût énorme, en plus, en termes d'infrastructure. Tu sais, parce que longtemps, c'est comme ça, on vit des erreurs du passé, bien souvent, qu'il faut corriger, mais bien souvent, puis on l'a vécu à Sutton, oui, on a des plans d'urbanisme, on a des zones qui sont encore zonées blancs, mais est-ce qu'on devrait, comme là, on a eu des développements, nous autres, qui sont à l'autre bout complètement de la municipalité, des développements relativement denses sur des lots de 20 acres, je pense, mais qui doivent être desservis après ça par la ville parce que les gens disent ça va être un chemin privé, on va s'en occuper, mais on ne s'en cache pas. La majorité des promoteurs, un coup que les terrains ont tous été vendus puis qui n'est plus dans le portrait, les propriétaires veulent devenir un chemin public. Mais là, il faut l'entretenir, ce chemin-là qui est à l'autre bout de notre municipalité. Alors, il y a une logique qui ne fonctionne pas là-dedans. Il ne faut pas que le développement de notre territoire soit à la remorque de qui achète les terrains où. Oui, mais ça, c'est une très bonne réflexion. Donc, quand on a l'espace là, qui est réservé pour de la conservation, mais on veut quand même, là, tu parlais tu vas te promener ou un voisin qui vient sur un terrain, tu vends ton terrain. Bon, supposons qu'une municipalité déciderait d'en avoir quand même un grand espace. Là, c'est quoi le seuil d'aménagement pour dire, parce que là, il y a toujours le paradoxe de la fréquentation, donc de dire, bien là, on donne accès à ça, c'est intéressant, mais à un moment donné, il y a aussi un seuil là, de surutilisation en récréotourisme, on va dire. Puis là, bien là, la conservation, on parle d'un espace conservé, mais qui est très, très, très achalandé. Fait que c'est ça. On joue comment dans ces seuils-là? Là? OK. Ça, c'est un problème. On était très frileux, je dirais, au Canada et au Québec jusqu'à maintenant à le faire. Mais dans les parcs américains, si vous ne réservez pas pour aller dans ces parcs-là, vous n'y allez pas. Ils ont fait ce qu'on appelle ils ont identifié que pour que non seulement les milieux ne se fassent pas dégrader, mais que quand vous y allez, vous jouissez vraiment de l'expérience que vous offre ce territoire-là, bien, il y a des quotas. Puis cette année, en fait l'année dernière, même il y a 2 ans, on a été obligé, l'organisme Parc d'environnement naturel de Sutton, qui est un organisme, en fait, c'est pas tout à fait un parc, c'est plutôt avec des ententes avec les propriétaires que sont la ville et la station de ski du Mont-Sutton. Ils ont développé un réseau de sentiers. Et bon an, mal an, ils accueillaient à peu près 30 000 personnes par année. Avec la COVID et le fait que les gens étaient chez eux, avaient plus de temps, n'avaient pas beaucoup de moyens de se divertir à part d'aller dans la nature. Et je prévois que ça va être une tendance lourde qui va se maintenir. Les gens ont commencé à aller faire de la randonnée. Puis tout ça. Là, on a commencé à se ramasser avec des 60, 100 000 personnes qui sont venus à Sutton la première année de la pandémie. Alors, ils ont commencé à identifier, bon, ben nous autres, on ne prend pas plus que tant de personnes par jour et il fallait réserver ces billets sur Internet. Un autre projet qu'on a eu dernièrement avec les sentiers de l'Estrie dans la réserve naturelle des Montagnes Vertes, d'abord, les gens s'installaient pour stationner, mais partout. Puis il y a des résidences au pied de la montagne, au pied du sentier qui mène à la réserve naturelle des Montagnes Vertes. Et on a travaillé avec les sentiers de l'Estrie,
avec l'organisme de conservation, l'Association de conservation du Mont Écho, qui a une servitude de conservation sur ce territoire-là, avec le propriétaire qui est Conservation de la Nature Canada, et avec la municipalité. Et on s'est entendu que le stationnement ne devrait pas avoir plus que 30 personnes, en supposant que les gens covoiturent, donc 30 personnes avec 4 personnes par voiture, ça nous fait 120 personnes sur le sentier en même temps. Et puis, on a la meilleure façon de contrôler la capacité du espace, c'est d'avoir des espaces limités dans les stationnements et d'avoir des interdictions de stationner dans les rues avoisinantes et de pouvoir réserver son billet à l'avance. OK. Ouais. On n'a pas le choix, ça se fait ailleurs, ça se fait d'ailleurs partout dans le monde. Quand, par exemple, que ce soit dans les musées ou dans les milieux naturels, c'est la même chose. Alors, ça devient... Puis aussi, il faut multiplier les superficies en aires protégées. On vise 30 d'aires protégées, mais si on fait tout au nord du 49e parallèle, où il n'y a personne, là, je viens toucher au problème qu'on a au Québec de faire des aires protégées que le gouvernement a. Puis là, bon, OK, c'est plus difficile au sud du Saint-Laurent, mettons à l'est de Rivière-du-Loup, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terres publiques. Oui, c'est compliqué, là, parce qu'on a... en fait, il n'y en a pas de terres publiques, c'est 95% sont des terres privées. Là, je comprends, c'est plus difficile. Mais dans tous les territoires qui sont à peine à 1 heure de Montréal, si on pense dans le nord particulièrement, il y avait 83 aires protégées qui étaient prévues à des distances qui n'étaient pas si loin des grands centres où les gens pouvaient se déplacer pour aller faire ça. Mais là, on ne les a pas fait, ces aires protégées-là. Là, on vient d'annoncer une dizaine, mais on a un déficit d'aires protégées. Alors, les gens, ils se concentrent où ils peuvent aller. Puis, on ne veut pas qu'ils aillent partout non plus parce que il y a une autre activité que je fais que je ne mets pas dans mon CV, mais je suis aussi, je donne des formations en pistage d'animaux. Si on va dans des sentiers qui sont trop fréquentés, les animaux, ils ne sont pas là. Hein. Ils s'en vont dans les endroits qui sont plus reculés. Alors, s'il y a des sentiers partout, c'est certain qu'on va avoir une perte nette de biodiversité. Donc, le problème, si on avait effectivement 30 d'aires protégées, mais réparties de façon intelligente pour donner accès aux citoyens, et une pression sur les sites qui existent actuellement pour accueillir les gens serait beaucoup moins grande. OK. Donc, il y a beaucoup de paramètres à valider, ce que je comprends. Là, c'est pas juste de réserver un espace, mais c'est de penser à sa valorisation dans plusieurs angles. D'ailleurs, tu parlais, je reviens à l'exemple parce qu'on va aller, je reviens centrer un peu sur l'idée de la gestion du ruissellement, tout ça. Comme les infrastructures sont peut-être pas calculées parce que c'est un espace conservé qu'on n'a peut-être pas mesuré. Fait que là, je prends l'exemple de l'implantation d'une dizaine de maisons un peu plus densifiées. L'espace en arrière ou l'espace qui pourrait être planifié pour un peu impliquer les citoyens ou les résidents proches, est-ce qu'il y avait des mécaniques de servitude, par exemple, au lieu d'aménager des sentiers, de dire, ben là, vous avez une servitude d'accès ou légalement, comment on organise ça pour attacher peut-être un peu une forme de responsabilisation, soit avec la municipalité, soit avec les résidents? Bon, dans le cas du domaine des montagnes vertes, qui était censé avoir une servitude avec la municipalité pour que ça ne soit jamais développé, je ne sais pas si ça a été fait honnêtement, là, je n'ai pas suivi le dossier par après, mais c'est certain. En fait, dans le design du développement, il y avait un sentier qui menait aux autres réseaux de sentiers, qui est un sentier public, mais le reste de la forêt, bien, ça se négocie ça aussi. La propriété peut rester seulement accessible aux résidents de cet endroit-là si ça fait partie des ententes qu'ils ont prises avec la municipalité. Ça se négocie aussi. Quelqu'un peut dire, ben nous, on a un terrain de 100 acres, on va en garder 60 pour la conservation, on va construire 10 maisons, puis c'est nos gens qui vont être responsables du maintien de cette forêt-là. Et ce qui est autorisé,
c'est des sentiers, mais ça pourrait même être des activités forestières si on cherche un revenu, dans autant que les activités forestières soient faites dans les règles de l'art. Et ça peut se faire, malgré ce que beaucoup de gens pensent par rapport aux activités forestières. Si c'est fait, c'est de la sylviculture, si on le fait de façon intelligente, si surtout le gros problème qu'on a, parce qu'on en a des problèmes de ruissellement causés par l'exploitation forestière sur beaucoup de territoires, mais le problème qu'il y a, c'est que les entreprises forestières, entre autres sur les terres publiques, rentrent dans la forêt, font leur exploitation, puis ils repartent, ils vont peut-être revenir juste dans 15, 20, 25 ans, mais les chemins sont laissés à l'abandon, les ponceaux ne sont pas maintenus, tout ça. Donc, effectivement, de responsabiliser les gens sur le fait, surtout s'ils sont les seuls à avoir accès à ce territoire-là, sur le maintien et des aménagements intelligents de ce territoire-là. Oui, pourquoi pas? C'est bien, merci. Je me retourne vers les gens. Encore 36, on est 36 personnes là, pour écouter Louise. Je suis sûr que si vous avez à commencer des démarches chez vous, vous avez peut-être des questionnements sur soit l'angle pour commencer ou des projets qui sont en stand-by, puis vous voulez peut-être dénouer certaines situations. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lancer avec des réflexions à partager avec. Ouais, c'est de deux choses l'une, ou j'ai trop bien expliqué tout, hein, ou on a besoin de plus. Non, mais là, Oui, c'est comme les espaces de liberté pour les cours d'eau, il faut se donner du temps. Moi, j'en comble trop souvent, puis tu as fait ton bout tantôt aussi, mais là, il y a Mélanie Leblanc là, qui a levé la main. Et tu peux y aller, Mélanie. Oui, bonjour, Madame Gratton. Alors, c'est très intéressant. Merci pour la formation. Justement, je vais me lancer là, suite à un projet là, qui est en suspens, ou du moins un potentiel de projet de développement là, dans la municipalité. Oui, il y a des contraintes à respecter au niveau de la gestion de l'eau de ruissellement, la limite des cours d'eau, des lacs et tout ça, des bandes riveraines. Moi, c'est quand même assez récent là, que je suis officier municipal, puis quand même consciente là, que dans ce secteur-là, où il y a un projet de développement, il y a des pentes très fortes. Alors, consciente que oui, nous, on est à Duhamel, on a quand même une réglementation assez de conservation d'environnement, préservation, tout ce que vous avez nommé au niveau de la réglementation applicable au niveau municipal, nous l'avons. Par contre, il y a quand même le défi de s'assurer qu'elle soit respectée avant même que le développement soit fait. Pour éviter que, exemple, moi, j'arrive sur le terrain, que je sois là de jour en jour afin de vérifier là, que le ruissellement et l'érosion des fortes pentes ne se fassent pas de façon drastique. Alors, j'essaie de voir là, comment arriver à peut-être mieux conscientiser l'entrepreneur ou même les futurs acheteurs, essayer de trouver un mode de trousse de bienvenue, mais en n'ayant pas non plus encore accès aux futurs acheteurs non plus, mais sans être obligé de dire ah ben oui, on a une réglementation, mais je vais l'appliquer quand les infractions vont être là. Ce n'est pas dans mon intention. Moi, j'aimerais beaucoup plus être en mesure d'être capable de justement aller m'asseoir avec chacun des futurs acheteurs que je ne connais pas pour m'assurer qu'avant que le promoteur arrive ou l'entrepreneur arrive à développer, il y ait cette conscience-là, là, juste pour éviter ne serait-ce de dire bon, est-ce qu'ils ont mis une barrière de sédimentation? Oui, ils ont déposé un rapport des mesures de mitigation pour protéger les ruissellements, mais sur le terrain, il faut quasiment camper à attendre pour être sûr que ça soit réellement appliqué. Ouais. Alors, j'essaie de voir peut-être une stratégie au niveau des entrepreneurs, des compagnies, parce que c'est souvent eux. Exactement. Le citoyen, lui, va être très conscient, va souhaiter préserver tout ça, mais à la base, c'est l'entrepreneur qui nous engage. Oui, on fait ça comme ça.
j'essaie de voir une stratégie gagnante pour approcher les entrepreneurs, pour éviter qu'on soit tout le temps dans un processus d'infraction, de mise en cours, de rapport fiscal. Oui, puis c'est fou parce que ça coûte une fortune, hein, ça. Dans le cas je vous donne un exemple, puis après ça, j'ai quelques solutions pour vous. Il y a quelques années, mon Dieu, c'est au début du corridor appalachien, on voulait protéger les milieux humides, puis on n'était pas encore dans la loi concernant les milieux humides et hydriques, évidemment, là, c'est près de 20 ans, ça. Et puis on savait qu'il y avait tout le temps de la construction, puis des certificats d'autorisation qui étaient émis dans les milieux humides, il y avait des problèmes, entre autres, dans la ville de Lac-Brome. Et on avait dit aux gens de la ville de Lac-Brome, écoutez, on va aller chercher des sous, payez-en la moitié, nous autres, on va aller chercher des sous, mais on va faire une cartographie de vos milieux humides pour que, quand vous allez voir un projet arriver, puis le gars, il est trop proche d'un milieu humide, vous allez tout de suite pouvoir y dire, pas être devant un fait accompli, puis là, ça va en cours, puis là c'est tout le monde qui paye, à la fois le promoteur qui ne peut pas développer, l'entrepreneur qui ne peut pas continuer ce projet, le propriétaire qui attend pour son projet, la municipalité qui est obligée de faire des va-et-vient avec eux autres, l'organisme le ministère de l'Environnement. C'est des coûts, on ne réalise pas, mais c'est des coûts et des embêtements aussi, là, indépendamment de l'argent. Donc, d'être en amont de tout ça. Maintenant, si je regarde la problématique des développements immobiliers, il y a deux sortes de développements immobiliers. Il y a ceux qui sont promus par des gens qui ont acheté des terrains, mais qui sont aussi des entrepreneurs. Je ne sais pas comment c'est dans votre région. Dans la région ici, c'est beaucoup ça. Un entrepreneur en particulier va acheter un grand terrain, va le subdiviser, mais va aussi construire les maisons. Tu ne peux pas aller construire la maison que tu veux. Dans un projet comme celui-là, effectivement, allez vous asseoir avec l'entrepreneur, puis lui donner les règles au moment, parce que c'est lui qui va les faire tout le temps. Donc, plutôt que de parler au prochain propriétaire de chacune des maisons que le seul entrepreneur va construire, bien là, vous concentrez vos efforts sur cet entrepreneur-là. Ailleurs, souvent, les terrains vont être simplement subdivisés. Et les gens vont acheter un terrain, puis c'est eux qui vont construire leur propriété, mais ils sont obligés de demander des permis. Alors, est-ce que c'est que dans les permis qu'on émet, on ne met pas assez de détails ou on n'explique pas encore comment faire? Puis je vais vous donner, puis ce n'est pas par malveillance, parce qu'on pense que les gens vont comprendre, mais il faut penser que la majorité du temps, quand il y a des infractions, c'est que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas par malveillance. Il y en a, là, OK? J'en ai rencontré dans ma vie, même qui n'ont pas voulu me payer parce que je leur ai dit qu'ils étaient dans le champ. Mais je savais très bien qu'ils savaient qu'ils faisaient ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais il reste que souvent, ce n'est pas par malveillance, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire ça. D'ailleurs, ça, c'est effectivement... il faut accompagner les gens, puis je le sais que souvent, vous n'avez pas le temps de prendre tout le monde par la main, puis tout ça. Donc, de leur donner, oui, le permis, mais peut-être de l'accompagner, d'expliquer pourquoi on vous demande de faire ça. Pourquoi, si vous maintenez, par exemple, si vous empêchez de déboiser tant de superficie pour l'implantation d'une maison, pourquoi vous faites ça? Donc, c'est souvent, c'est que ce n'est pas assez bien expliqué. Ça fait qu'il faut peut-être prendre le temps des affaires qui sont récurrentes chez vous comme problématiques, d'avoir des petits dépliants que vous accompagnez avec l'émission d'un permis. D'ailleurs, à la ville de Sutton, mon mari puis moi, on vient de déposer à 2 conseillers, là, ils vont présenter ça au conseil municipal parce qu'on a des problèmes qui sont récurrents à Sutton parce que les gens ne savent pas qu'il y a des règlements. Ils ne le savent pas. Soit que ça ne les intéresse pas pantoute, généralement. Regarde, quand tu achètes une maison, est-ce que tu vas lire les règlements municipaux avant d'acheter ta maison pour savoir ce que tu vas pouvoir faire ou pas faire? Non, tu achètes ta maison. Là, il y a des affaires que tu penses que tu faisais dans ton autre municipalité. Puis là, tu arrives là, tu le fais. Ah ben non, regardons, ici, ils n'ont pas le droit. Fait que mon mari puis moi, on a pris les choses qui reviennent le plus souvent. Puis on a écrit un petit dépliant qui concerne la réglementation, mais c'est écrit là, de façon très, comme si je parlais à mon voisin, là. Faites attention, vous ne pouvez pas faire ça, faites attention, si vous restez dans la zone en dehors du périmètre urbain, nos bandes de protection riveraine sont à 15 mètres ici à Sutton. Donc, faites attention quand vous allez vouloir faire des implantations, des aménagements.
On a écrit ce petit document-là, on en a rajouté plein qui ont rapport vivre avec les animaux, parce que les gens viennent vivre en campagne, puis ils oublient qu'il y a des ratons laveurs, puis des moufettes, puis des ours, puis ton affaire, puis des pékins qui mangent leurs chats. Donc, on leur écrit tout ça pour leur dire, ben, puis on a demandé, ce qu'on demande à la ville, c'est que ça s'accompagne. Premièrement, que ce soit diffusé à tous les citoyens et que tous les nouveaux résidents qui arrivent, que ça accompagne leur taxe de bienvenue pour qu'ils le lisent puis qu'ils puissent au moins déjà savoir qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Merci bien, ça répond puis ça l'encourage à poursuivre dans ce sens-là. Oui, puis c'est ça. Il faut vraiment leur procurer de matériel. Vous pouvez même faire, je vais vous donner un autre exemple. J'ai été longtemps sur le jury de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, qui donnait du financement pour des projets pour améliorer justement le comportement des gens par rapport à l'environnement. Et je pense entre autres à la ville de Bonaventure. À l'embouchure de la rivière Bonaventure, c'est pas la ville de Bonaventure, c'est quelle ville? En tout cas, l'embouchure de la rivière Bonaventure en Gaspésie, la municipalité dans ce coin-là s'est engagée avec l'organisme de bassin versant. Ils ont dit, cet été, on va engager 2 jeunes. Ils vont aller voir pour 2 années consécutives, ils vont aller voir tous les gens qui sont dans l'embouchure de la rivière parce que là, ça se développe beaucoup, des résidences secondaires, puis les gens coupent le gazon jusqu'au bord de l'eau. Bon, on le sait, pas supposé faire ça si tu veux garder l'eau fraîche dans la rivière, limiter le développement des algues, puis tout ça. Alors, ils ont dit, vous allez aller rencontrer les gens, vous allez leur offrir de leur faire un design pour restaurer leur bande. Si ce n'est pas détruit, les féliciter de ne pas avoir détruit leur bande riveraine. Si elle a été détruite, de leur faire un plan, puis la municipalité va même défrayer une partie des coûts des plantations, puis des travaux, puis tout ça. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein? Je l'ai fait sur d'autres projets où tu fournis les plantes. C'est relativement facile à faire. Et en 2 étés, il devait rencontrer je ne sais plus combien de propriétaires. Puis au bout des 2 ans, si tu n'avais pas signé une entente comme quoi, oui, tu ferais l'aménagement puis que tu bénéficierais des avantages que la ville te procurait, bien là, tu aurais une amende et tu paierais pour tout l'aménagement toi-même. Alors, on passe d'une étape où on essaie de sensibiliser les gens, de les faire passer à l'action, puis après un certain moment, bien là, on passe plus à ce qui est plus coercitif. Donc, dans une progression comme celle-là, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, puis que, bon. Alors, ça, c'est une autre façon aussi d'approcher. En particulier, en ce qui concerne les bandes riveraines, on sait très bien qu'ils ne sont pas très respectés. C'est bien, je pense, dans le calcul, parce que ce que tu disais, Louis, il y a des coûts. Puis je le sais que tu parlais aussi d'être occupé dans une municipalité, la liste de choses à faire n'est jamais vidée complètement, fait qu'on est toujours à la course. Mais le temps qu'on peut prendre là, c'est de l'économie et pour la municipalité et pour les promoteurs. Puis ça, c'est une bonne façon de faire prendre le temps aux promoteurs aussi, de lui expliquer, de dire on va te sauver du temps et de l'argent. Voici quelques explications qui pourraient éviter de faire des retours après en arrière, d'être obligé d'appliquer la réglementation. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a pas rapport nécessairement avec un développement immobilier, mais qui a rapport avec l'installation d'un bassin d'épuration des eaux avec la ville de Oka. Ça donne qu'ils ont décidé de mettre leur bassin d'épuration des eaux dans le milieu, un terrain qui leur appartient, qui est carrément dans le milieu du parc de Oka. Donc, pour passer les tuyaux, ils devaient passer, moi je leur ai dit, parce qu'ils m'ont invité à savoir comment on peut diminuer, atténuer les effets du passage de ce tuyau-là. J'ai dit, au lieu de passer directement dans le bois, prenez un de vos sentiers. Il y en a un là, que c'est quasiment une ligne droite pour se rendre à l'endroit où vous voulez aller. Oui, mais même assez, il va y avoir de la machinerie et tout ça. Mais j'ai dit, c'est moins pire si vous passez déjà dans un sentier, mais ça va être plus large que le sentier. Puis j'ai dit, on va faire quelque chose, on va aller sur le terrain. Là, je ne veux pas expliquer à l'entreprise qui était une entreprise spécialisée en ingénierie, je ne veux pas expliquer aux chargés de projet en ingénierie. Là. Je veux, quand ils vont arriver sur le terrain, je vais expliquer qu'est-ce que je veux faire. Quand je vais arriver sur le terrain, je veux aller parler à l'opérateur de pépines. Je vais lui montrer c'est quoi un chêne blanc, parce que c'est une espèce menacée, puis il faut y faire attention. Ça fait que quand tu vas enlever ta terre et tu vas la déposer à côté, n'allez pas sur les bébés chênes. Donc, j'ai marché le sentier avec les opérateurs pour leur parler de ce qu'il y avait.
sur le terrain, puis de quoi il faut faire attention. Puis s'il endommageait des racines, après ça, passer, quand ils vont mettre le tuyau, de passer pour faire des belles coupes franches, puis qu'après, le parc regarderait aussi s'il n'y a pas de la mortalité au niveau des branches des arbres. Alors, figurez-vous que quand ils ont fait les travaux, ils étaient dans du sable et au lieu de carrément donner des coups de pelle pour endommager les racines, ils allaient chercher le sable sous les racines, ils secouaient les racines, ils n'ont à peu près coupé aucune racine, ils ont passé les eaux parce qu'ils comprenaient pourquoi ils le faisaient. Parce que c'est un arbre rare, puis on veut le protéger, puis on ne veut pas l'endommager. Les gens, en général, un coup qu'ils comprennent pourquoi ils font quelque chose, vont le faire. C'est qu'ils ne le savent pas. D'où l'importance de l'éducation à l'environnement, qu'on ne fait plus dans nos écoles en passant, qui est la base de tout ça. C'était très intéressant, Louise. Un peu de pédagogie pour sauver des sous en bout de ligne là, sur le moyen long terme. Oui. Je relance encore d'autres questionnements. Vous voulez soumettre des situations dans lesquelles vous vous grattez la tête parce qu'il n'y a pas de questions inutiles. Là, puis c'est le temps, là, vous avez accès à une personne qui a beaucoup d'expérience. Là. Fait que si vous avez des questions ou des situations que vous voulez exposer ou même des commentaires, moi, je suis sûr que c'est le bon moment là. Vous pourrez après, j'imagine, là, consulter la présentation, aller consulter les écrits. Mais il n'y a rien de tel que d'avoir la réponse directement. Moi, j'entends des cerveaux travailler qui regardent l'heure et disent « Ah, si ça peut finir 20 minutes avant. » Il n'y aura pas de problème, là, je ne veux pas forcer les questions non plus, là. Mais vous avez le temps, là. C'était marqué dans votre horaire jusqu'à 2 heures. On aura encore un 20 minutes, là. Oui, Geneviève. Allô, Louise! Allô, Sébastien! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Moi j'ai vraiment, je voulais juste te dire que j'ai vraiment apprécié. Tu as encore une super belle approche. Je pense que c'est vraiment partagé par plein de monde qui ont participé aujourd'hui. Puis pour répondre un peu à la question de Sébastien, je pense que c'est le genre de réflexion qui vont prendre du temps avant qu'on ait plus de questions parce que c'est vraiment, c'est une belle approche. Je trouve ça le fun. Puis d'avoir des moyens de convaincre notre monde avec connectivité écologique qui est maintenant disponible. Je vais aller faire un petit tour pour fouiller là-dedans. Puis de partager aussi des liens, avec... C'est un bon condensé. Tu nous as fait, je te dirais, des 20 dernières années de connaissances dans le développement de la protection des milieux naturels. Fait que, merci pour la synthèse. Je me demandais si on pourrait l'utiliser à l'avenir, mettons, prendre ton PowerPoint puis l'utiliser dans d'autres contextes. Parce que moi, je me vois souvent comme un moyeu de roue qui fait de la diffusion plus large que ça. Là. Fait que... Oui, bien, je l'ai partagé en PDF, mais aussi en PowerPoint, puis c'est pas très gros. J'ai limité le nombre d'images, ça fait juste 2 mégabytes. Vous pouvez tout prendre. Moi, ça ne me donne absolument rien de garder ça pour moi. Ça fait que, puis surtout que c'est des affaires que j'ai pigées partout ailleurs de gens qui ont réfléchi avec ma façon d'interpréter ce qui a été réfléchi. Donc, non, ça va être disponible. Oui, ça va être disponible sur le site de Réseau avec la vidéo. Fait que déjà, ça fait une bonne introduction pour référer sans avoir à tout expliquer, mais ça s'assurera, là, je jette un petit œil de côté vers Noémie, là, mais que le PDF soit là, mais éventuellement, on peut mettre aussi le PowerPoint. Là, oui, parce que c'est pas très gros. J'ai hésité, je commençais à mettre des images, je disais, ça va l'alourdir pour rien. Parce que souvent, un PDF, c'est le fun, mais c'est pas pareil comme un PowerPoint dans lequel tu peux rajouter tes affaires, rajouter des images personnalisées. Fait que j'aimais mieux que si vous pouvez partager le PowerPoint, ça va me faire plaisir. J'ai fait attention de ne pas prendre des choses qui étaient sur lesquelles je n'avais pas de droit, là, si vous voulez. Là.
C'est parfait. Merci beaucoup, Louise, de penser à nous autres. Je pense que ça va être intéressant pour bien des organismes qui se font de la conservation. Au début, je parlais avec Sébastien, puis je disais, on parlait de, vous allez dire ça n'a pas rapport, mais moi, je trouve que ça a un rapport important. Donc, on se voit comme des scientifiques, des praticiens, pas des chercheurs, mais des scientifiques. Puis, on oublie souvent qu'on a un rôle important de passeur. C'est nous qui traduisons la science pour que les gens la comprennent, mais on le fait pas. Nous autres, on se contente souvent de dire, OK, on fait la meilleure science et puis c'est ça qu'il faut faire. Puis ça, mais comment est-ce que je peux penser cette science-là? La science, c'est pas c'est pas l'apanage des scientifiques. Tout le monde doit avoir un minimum de connaissances en science pour être capable de passer cette information-là aux autres. Puis quand on s'assoit avec quelqu'un, malheureusement, soit qu'on pense qu'il sait déjà, mais là, quand vous asseyez, prenez n'importe qui sur la rue, vous l'asseyez avec vous pour y parler de ces problématiques-là. Bon, la probabilité que vous tombiez sur quelqu'un qui a le même background que vous est très faible. Cette personne-là, elle arrive avec ses idées, ses valeurs, puis tout ça. Si vous n'êtes pas ouverte à partager les autres dans un langage qu'ils comprennent, bien, ça va être un dialogue de sourds. Alors, il faut vraiment... moi, je ne juge jamais. Tu sais, les gens me disent, les promoteurs, c'est le promoteur. Hein, c'est pas un mauvais gars, c'est ce qui fait gagner sa vie. Toi, tu vis dans une maison et quelqu'un qui l'a construite. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori. Après, des fois, il y en a que j'apprends à connaître, puis là, je vois bien que je n'utiliserai pas le mot qui me vient à la tête, là, mais je vois bien qu'il est mal intentionné et puis qu'il ne veut rien savoir, puis que c'est juste la pièce qui le guide. Mais bien des fois, j'ai fait virer des situations parce que les gens ont dit « Ouais, je n'avais pas vu ça de même. » Ah! Puis aussi, il faut faire attention à notre langage. J'ai travaillé sur un projet avec l'Union des producteurs agricoles l'année dernière, puis on parlait des menaces de l'agriculture pour les espèces en péril de milieu ouvert. Mais à un moment donné, tout le temps, c'était 2 ateliers. Le premier atelier, ils n'ont rien dit. Et là, il y en a un qui est allé se plaindre sur Facebook que l'écologiste Louise Gratton disait que l'agriculture était une menace. C'était pas tout à fait ce que j'avais dit. Alors, au début de l'atelier suivant, j'ai dit, ben là, je m'excuse que vous ayez pris ça de même, mais j'ai réfléchi, peut-être que vous avez raison, qu'est-ce qu'on va utiliser comme terme? Donc, la première partie de l'atelier a été de dire, qu'est-ce qu'on dit à la place de menace? Ça dérange les espèces en péril, certaines des activités qu'on fait en agriculture. Qu'est-ce qu'on utilise? Puis là, on est arrivé à un consensus de parler de pression. Donc, parce que l'agriculture, ce n'est pas une menace. Moi, j'en veux des tomates, j'en veux du maïs, j'en veux des laitues, j'ai des patates. J'en en prends de l'agriculture. Mais il y a peut-être certaines pratiques qui nuisent aux espèces en péril. Puis à partir du moment où on s'est entendu sur ce mot-là, après ça, on a développé des projets qui fait que même, il y en a un qui élargit les bandes riveraines. Puis on a trouvé cette année même, après 1 année seulement d'élargissement de la bande riveraine, on a trouvé un bourdon menacé d'extinction. Ça fait que des fois, on arrive trop, on ne veut pas faire de compromis. On a peur de faire des compromis qui ne sont pas directement avec ce que la science nous dit. Et moi, je dis que le compromis est souvent le premier pas pour se rendre où la science va nous dire. Mais il faut avoir le courage de le faire. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Louise. Une des approches, je vais la partager parce que c'est le fun. On est là pour justement partager des expériences, je pense. Nous autres, pour parler avec les agriculteurs, là, la façon qu'on a trouvé qui était la plus efficace, c'est d'avoir un agronome qui travaille avec nous autres. Oui, ils ont un langage qui est plus proche de celui des agriculteurs. Je m'entends bien avec l'agronome, ça va, les communications sont claires. Puis l'agronome est capable de le traduire pour le producteur agricole d'une façon qui est super claire pour tout le monde. Alors que moi, si je vais en tant que biologiste, fille qui étudie en environnement, le message que je passe aux producteurs agricoles, il passe moins bien. Fait que tu parlais du messager, là, c'est vraiment vrai. C'est vraiment important. Oui, exactement. Alors, s'entourer, c'est avec d'autres experts, d'autres expertises, c'est vraiment important. Mais à l'image des espaces qu'on voudrait conserver, hein,
ça prend une faune, je dirais, pour construire un écosystème, hein, de penser que de façon unitaire, on peut intervenir. Quand on se crée, je dirais, une équipe, on se donne plus de chances. Que, oui, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je vais vous donner un autre exemple si on a le temps. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, évidemment. Non, il n'y a pas d'autres questions. Tu peux y aller, Louise. Ça va être un peu en guise de conclusion, en fait. Là. OK. Je vais vous donner un autre exemple. C'est dans le Bas-Saint-Laurent. En 2013, moi, j'avais fondé un organisme. J'ai fondé Corridor Appalachien, mais j'ai aussi fondé un organisme. Là, je ne suis plus sur leur CA. Je change encore avec eux, là, mais j'ai fondé un organisme qui s'appelle Deux pays, une forêt. Alors, cet organisme-là visait en fait la conservation et la connectivité des deux côtés du Québec, entre en fait le Québec et les États de la Nouvelle-Angleterre. Alors, on a fait toutes sortes d'analyses, on a eu du financement pour le faire, puis ça, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où la connectivité dans les Appalaches pouvait être interrompue à différents endroits. Et un de ces endroits-là, c'est le Bas-Saint-Laurent. Alors, dans le Bas-Saint-Laurent, on voyait qu'il y avait comme un durcissement là, de l'empreinte humaine qui ferait qu'à un moment donné, la Gaspésie serait complètement isolée du reste des Appalaches. Alors, moi, j'ai regardé ça, puis en plus, je me suis rendu compte, parce que je passe par là quand je vais aux Îles-de-la-Madeleine, qu'il était en train de refaire la route. On passait d'une route à 2 voies à une autoroute à 4 voies avec le terre-plein entre les deux, puis tout ça. Puis là, c'était des gros travaux majeurs. Alors là, je me suis dit, mais si ces travaux-là, ça va être un obstacle énorme au passage de la faune. Alors, je suis partie, je suis allée rencontrer les gens du ministère des Transports. Là, je vous fais grâce de toutes les réunions, tout le monde que j'ai rencontré pour les convaincre qu'il fallait faire des passages phoniques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a 8 passages phoniques pour la grande faune et peut-être une 20, 22, je ne me souviens plus des chiffres. Je pense que c'est 31 en tout, passages pour la moyenne et petite faune qui sont en train d'être construits dans la finalisation. L'autoroute va être terminée en 2025. Donc, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est bien beau avoir des passages phoniques, mais si dans 20 ans, ça relie Walmart à un McDonald's, on n'aura pas fait grand-chose pour la faune. Alors là, depuis 2000, là, on a impliqué plusieurs intervenants dès le début pour convaincre le ministère de mettre des passages phoniques. Mais après ça, depuis 2017, on rencontre les aménagistes des municipalités, les Premières Nations, dont je suis incapable de prononcer le nom, mais c'est les Malécites, le nom français, là, mais ils ont un nom des Premières Nations, je m'en excuse. Les municipalités voisines, les élus, les autres organismes de conservation, Conseil régional d'environnement, l'OBV, les OBV, le comité ZIP, en tout cas, tous ceux qui pouvaient graviter autour de ce territoire-là, mais surtout les aménagistes. Puis on les rencontre depuis 2017 à dire c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Entre-temps, on est allé chercher de l'argent pour que l'Université du Québec à Rimouski fasse des travaux pour dire où devraient être les passages. Maintenant, où sont les passages? Après ça, on a fait une étude pour savoir où devraient être les corridors de part et d'autre de ces passages-là. Donc, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais les gens ont été tenus au courant depuis 2017. Puis on a commencé des rencontres à 2 fois par année. C'est quoi notre vision? Comment on va l'accomplir? Comment on va faire tout ça? Là, on s'est dit, bien, ça me prendrait un organisme de conservation. On a créé un organisme de conservation qui s'appelle Horizon Nature Bas-Saint-Laurent. J'ai aidé à s'organiser. Et la dernière rencontre, là, moi, je suis rendue bénévole sur ce projet-là parce qu'il n'y avait plus d'argent. Puis, de toute façon, je trouvais que quand il y en avait, je leur coûtais cher de aller monter à Rimouski pour des rencontres. C'est pas payant, ben. Alors, je suis restée bénévole pour continuer à les suivre, surtout que maintenant, ils ont 2 employés. La dernière rencontre, on a fait OK, ça va être quoi notre stratégie pour protéger les entrées et sorties de ces passages-là phoniques de part et d'autre de l'autoroute. Là, on a développé les stratégies ensemble. Et là, cette réunion-là était très critique parce que décider qui c'est qui va s'occuper de la mise en place de toutes ces stratégies-là. L'organisme Horizon Nature Bas-Saint-Laurent, ils ne peuvent pas tout faire. Hein? Ils n'ont aucun pouvoir au niveau de la réglementation municipale. Donc, là, qui va faire quoi? Puis en plus, il y a des terres publiques là-dedans. Qui c'est qui va travailler sur les terres publiques? Qui c'est qui va convaincre les producteurs forestiers de penser à la connectivité quand ils vont exploiter leur forêt qui est sur le bord de la route? Alors, mais le fait qu'on les rencontrait régulièrement depuis 2017,
en fait, qu'on s'est assis, on a dit, voici les stratégies qu'on a développées, maintenant, ça nous prend des porteurs. Horizon Nature Bas-Saint-Laurent va être là un peu pour colliger l'information de tout le monde pour qu'on puisse voir l'état d'avancement de chacun, mais on ne pourra pas être le leader dans tout. Alors, qui c'est qui va le faire? Puis là, je me suis dit, c'est toujours là où ça bloque. Tout le monde trouve ça bien beau, là, puis quand on dit, qui c'est qui va le faire, là, ça regarde tout de côté, puis ça ne veut pas rien faire. Ça s'est fait en 1 heure. Moi, je vais m'occuper de ça. Moi, ça, c'est dans ma mission. Ça, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans qu'ils n'entendent parler. Parce qu'on les a impliqués au début de tout le processus, pas avec notre idée préconçue de comment ça devrait être fait. Donc, ils ont cheminé tout le long avec nous autres. C'est facile après ça de dire, ben oui, c'est moi qui fais ça, c'est ça. Alors ça, c'est une autre leçon que j'ai appris avec ce projet-là, que j'ai délibérément travaillé de cette façon-là parce que je trouvais que dans tous mes autres projets, ça avait été un manque. Parce que Corridor Appalachien, c'est extraordinaire comme projet. Là. Je ne veux pas dénigrer mon propre bébé, mais ça a causé certaines frictions, entre autres avec la MRC de Memphremagog, avec certaines municipalités qui sont en train de se rallier maintenant, mais ça aurait peut-être été beaucoup plus facile si on avait eu une approche plus inclusive au début. L'inclusion, oui, ça prend plus de temps, mais en bout du compte, ça nous sauve beaucoup d'argent. Et ça va faire une super conclusion, Louise. Pour se donner un leitmotiv, des fois, on peut trouver que les projets, on veut faire des projets de conservation, je pense à la GDEP, là, mais on veut travailler ça, puis on le pense sur le moyen terme, on peut se décourager, mais le côté payant à moyen long terme, c'est ce qu'il faut avoir comme focus. C'est un investissement. Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, là-dessus, Louise, puis là, je vais conclure pour l'atelier. Il faut savoir que, Louise, tu te fais un peu plus rare et c'est quand même, moi, je me trouve privilégié de t'avoir cet après-midi. Puis je vais peut-être émettre un souhait que tu puisses te conserver le plus longtemps possible parce que tu es une ressource pour nous. Fait qu'on on va se souhaiter ça, qu'on puisse encore te consulter jusqu'à tes 88 ans au moins, hein, parce que toi-même, tu l'as lancé dans l'air comme ça, fait qu'on va le garder, puis on va se faire un objectif collectif de te conserver le plus longtemps possible. Fait qu'un gros merci, Louise, puis tout le monde, là, il y a plein de bravos là, dans le chat, des gens qui t'envoient là, des félicitations pour ta présentation. Là-dessus, je remercie aussi tout le monde là, d'avoir été bien attentif, puis je vous invite à diffuser puis à utiliser les outils de Louise là, que vous recevrez dans les prochaines semaines. OK, alors profitez-en, puis il y a des bonnes références, allez les voir, allez les lire, ça peut vous donner des petits... des pistes. Petites idées, ouais. Ben, gros merci, Louise. Bye. OK, bon après-midi, bonne fin de semaine.